Bonjour les circadiens, j'espère que vous avez une belle énergie. Aujourd'hui, pour ce 10e épisode du Circadien Podcast, j'accueille Guillaume Lopez, qui est spécialiste en écomimétisme et biomimétisme. Guillaume est un véritable amoureux de la nature, mais aussi un autodidacte, et il n'a cessé d'apprendre autour des domaines qui touchent autour de la nature et du vivant. Il a également passé beaucoup de temps au Japon, ce qui lui a permis de développer une certaine vision du monde grâce à la philosophie japonaise. Il est également le fondateur de Zeno, une entreprise dédiée à implémenter les principes de la nature à une organisation. On va donc aborder tous ces sujets-là dans ce podcast, mais on va parler aussi du comportement destructeur qu'a l'homme vis-à-vis de lui-même, de la nature et de son prochain. On va aussi aborder le sujet passionnant que sont les psychédéliques, notamment avec la théorie du singe défoncé, et on va voir comment au final, ces champignons, ces psychédéliques, peuvent nous aider dans notre quête spirituelle, dans notre rapport à la nature et avec le divin. Et pour finir, on va encore parler de champignons, mais cette fois-ci des champignons médicinaux, et on va voir que c'est une voie royale vers la pleine santé. En tout cas, c'est un bel échange qui va vous reconnecter à vos racines et peut-être vous faire adopter des comportements plus en lien avec le vivant. Je vous souhaite une belle écoute. Hop. Alors moi, tu vois, j'ai le- l'habitude maintenant d'introduire un petit peu mes podcasts avec un petit tour d'inclusion. Donc en Mhm. gros, il s'agit simplement de partager l'énergie dans laquelle tu es en ce moment. Si t'es Ouais. arrivé quelque chose de bien pour toi, qui t'a fait plaisir, que tu as envie de partager, ou à l'inverse, si t'es arrivé quelque chose d'un petit peu négatif, quelque chose d'un petit peu pesant ou stressant, bah tu es libre de le déposer, d'en parler avant, pour pas que ça entrave le podcast. Euh, donc c'est là juste avant. Ouais, ou dans la semaine, le mois, tu vois, le mood dans lequel tu es en ce moment. Le mood, je suis plutôt dans un bon mood. Écoute, j'avais une baisse un peu d'énergie globale depuis les derniers mois. Et puis bon, comme je suis pas trop du genre à m'abattre sur mon sort et que du genre à essayer de chercher des solutions, bah j'ai commencé à chercher, à trouver des trucs qui après a priori fonctionnent. Et donc je suis assez content parce que j'ai un petit regain d'énergie là ces derniers temps. Et ça fait plaisir. Et puis en plus, avec le beau temps qui est là, on va pas se plaindre du tout. Carrément. Puis on apprécie bien les remontées d'énergie quand on a goûté un petit peu au down. Exactement, ouais, c'est clair. C'est clair. Pour faire un petit peu mon tour d'inclusion, moi je suis dans une énergie en ce moment une envie de changement, de mouvement, une envie de voyager. Je suis beaucoup resté tu vois, dans ma routine. Là, je suis chez moi dans ma grotte, Mm, à avancer sur mes projets, mais finalement, j'ai créé peu de relations sociales en vrai. J'ai rencontré pas ouais. mal de personnes, tu vois, via les réseaux sociaux, etc. Et j'ai envie d'aller vraiment à la rencontre de ces personnes, de les rencontrer en physique, et puis de changer un petit peu d'environnement. Donc voilà, c'est un petit peu le mood du jour. Ah ouais, je partage. Je partage aussi en partie. Tu sais que j'ai aussi vécu au Japon et Oui, ça va faire depuis 2020, depuis le dernier confinement, que je suis pas retourné. Et c'est vrai que ces derniers temps, il y a quelque chose qui me, tu vois, j'ai des pulsions comme ça et des moments où je me dis, ah tiens, il faudrait que j'y retourne. Et là, c'est un petit peu le moment qui est là, donc je partage. hmm. Toi, tu vis où là en ce moment? Alors moi, c'est un peu le branle-bas de combat, on va dire. Donc là, je suis en Vendée. Et sinon, je suis le plus souvent en Dordogne. Et puis aussi dans les Yvelines, parce que mes parents ont déménagé des Yvelines vers la Dordogne. Et en même temps, mon activité professionnelle fait que j'ai plus de clients et plus d'activités ici en Vendée, donc je suis régulièrement en Vendée. Ok, top, top. Bah écoute, moi, tu vois, ça fait un petit moment que je te suis maintenant. Mm. Je crois que j'ai dû te rencontrer via Pierre Dufraisse et Idriss Aberkan aussi. Ouais. Gunther Pauli avec enfin, tous les projets, le Tour du monde, le Tour de France, etc. Et au final, j'en connais pas plus sur toi. J'aimerais bien que tu me partages un petit peu ton parcours et comment tu en es venu à ce que tu fais aujourd'hui, c'est-à-dire à t'intéresser à tout ce qui est l'écomimétisme, les champignons médicinaux, etc. Parce que c'est un sujet qui est vachement passionnant. Ouais, bah écoute, avec grand plaisir. Du coup, par où commencer? Par le début. En fait, moi depuis tout petit, je suis absolument fan de la nature. Donc à 6 ans, en fait, je disais à mes parents, bah faut qu'on fasse un jardin potager. Enfin même peut-être avant, peut-être 5 ans, quelque chose comme ça. Mes parents,
il faisait un peu de jardin, mais pas trop de jardin potager. Donc on allait sur les marchés demander aux maraîchers comment est-ce qu'on faisait les patates, les machins, les trucs. Et puis ensuite, j'étais fasciné par les milieux aquatiques. Donc je pouvais passer des heures devant les mares à regarder les têtards, tous les insectes et tout qui vivent dans l'eau. Et puis à la mer, j'allais tout le temps sous les rochers. Donc ma mère m'a dit, écoute, est-ce que ça te dirait d'avoir un aquarium? Et je dis, bah ouais, carrément. Et donc à mes 9 ans, j'ai eu la chance d'avoir un petit aquarium d'eau de mer. Donc il faisait 54 litres. Et c'est une fausse bonne idée parce que plus tu as un petit volume, plus l'équilibre est, comme on dit, instable d'une certaine manière, mais en tout cas, la marge de manœuvre est faible. Et donc, du coup, en fait, bah, j'ai fait des expériences relativement dures quand tu es petit garçon, tu vois. C'est que, voilà, t'as un petit poisson Nemo, etc. Et puis du jour au lendemain, il est sur le dos et il bouge plus. Donc en fait, ça m'a mis tout de suite dans l'énergie de. Puis ma mère m'a surtout dit, écoute, avant de te précipiter à vouloir quelque chose, apprends, cherche, regarde, etc. Et donc dès tout petit, voilà, j'ai commencé à lire des bouquins sur les aquariums. Et si tu veux, un écosystème dans sa globalité, c'est à peu près toujours les mêmes mécanismes, t'as à peu près toujours les mêmes intervenants. Et puis, tu as toujours ces mêmes équilibres bioélectroniques, biochimiques, etc. Et donc ça a été un petit peu mon entrée dans ce monde un petit peu de l'écologie. Du coup, j'étais persuadé jusqu'à mes 18 ans de vouloir de vouloir travailler comme ça dans les aquariums, etc. Et finalement, donc je suis allé, ça m'a guidé jusqu'à la fac de biologie à Vannes. Donc j'étais à Vannes parce que à Vannes, avec le golfe du Morbihan, il y a un environnement qui est très cool pour la sédimentologie, puis l'étude des algues, etc. Et je voulais être océanographe à ce moment-là. Et en fait, bah, un peu comme toi, le premier déclic, c'est au niveau de la santé. Ça faisait, je commençais en fait à être dans une phase où je reprenais soin de ma santé parce que moi j'ai été artiste enfin j'étais artiste quand j'étais jeune, j'étais plus artiste que vraiment sportif. Mhm. Et je recommençais à reprendre soin de ma santé, donc j'ai lu beaucoup de livres et à ce moment-là, et le petit déclic, c'est je me dis voilà en fait quand les individus fonctionnent mal, évidemment que le tout, la création, ce qu'ils vont en faire, ça peut pas aller bien. Et donc du coup, je quitte la fac de biologie, je fais une école de naturopathie. Et puis j'étais déjà passionné par aussi le Japon. Et donc en fait, entre le moment où je démarre, où je finis enfin où je quitte ma fac, parce que j'ai fait 2 ans, euh, et le moment où je débarre mon enseignement en naturopathie, eh bien, je pars au Japon, je pars à Okinawa. Donc je vais faire du woofing pendant 3 mois là dans une petite ferme au nord de l'île principale d'Okinawa. Donc ça s'appelle Yambare, c'est la province. Et Yambare, en fait, c'est là où il y a le plus de centenaires, super centenaires. C'est vraiment le lieu des centenaires, super centenaires, des gens qui vivent à 100 ans, 110 ans en bonne santé. Mhm. C'est les zones bleues, les fameuses zones bleues. Exactement, ouais, c'est les fameuses zones bleues. Donc en général, on parle de la zone bleue d'Okinawa. Mais en fait, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'Okinawa, il y a 90%, enfin, pour des démarches politiques, il y a 90% des bases américaines qui sont à Okinawa. Mhm. Et que tout le sud de l'île principale est complètement bétonné. Et que, en fait, si tu veux, il y a ce paradoxe à Okinawa qui est que c'était avant la préfecture du Japon avec la plus longue, plus grande longévité. Et aujourd'hui, c'est plus le cas parce que avec ces bases américaines, eh ben, il y a beaucoup de diabète, il y a beaucoup d'obésité, de résistance à l'insuline, enfin toutes les maladies liées à la malbouffe finalement. Et donc c'est paradoxal parce que c'est à la fois là où il y a toujours le plus de centenaires, super centenaires, mais en même temps la jeune génération fait descendre la moyenne parce que eux, ils sont plus américanisés dans leur comportement. Donc voilà, je me retrouve au Japon, c'était fantastique. Et je me projette en fait à vivre au Japon. Je retourne en France, je fais cette formation de naturopathie, je dois l'avouer sans grande conviction. J'avais déjà un background du coup en biologie, etc. Donc moi, il y avait plein de basiques que j'avais déjà. Il me manquait plus que peut-être les principes, mais que j'avais déjà quand même senti quoi dans ce comment dire
cette logique finalement, c'est assez logique finalement quand on y réfléchit bien, le pourquoi du comment est-ce que notre corps fonctionne mieux avec tel ou tel fuel que tel autre. Et, euh, et en fait, du coup, après, je repars au Japon. Et là, je parlais de japonais, mais en fait, je voulais valider je voulais valider quelque chose parce que au Japon, c'est une culture qui est très, très basée sur le diplôme. Et donc, je fais une école de langue. Et là, tu es obligé d'aller dans une grande ville. Donc, je vais à Osaka. Et là, c'est un petit peu le choc et une forme de déception pour moi parce que je me dis, bah, en fait, le Japon que tu t'es auto-vendu en Ouais. allant à Okinawa, c'est pas 90% des Japonais, 80% des Japonais, je sais pas, vivent dans des environnements urbains. La culture s'est américanisée, c'est une culture du paraître, c'est une culture de la possession. Et moi, ça me convenait pas. Donc, Mm. je fais step back et je me dis, écoute, mec, t'as pas fini la fac, t'as ce parcours un peu atypique avec la naturopathie. Et en fait, je comprends un petit peu avant déjà, mais à ce moment-là, je me l'affirme à moi-même qu'il va falloir que je trouve, que je fasse créer mon propre métier. Et donc, je me rapproche d'un écosystème entrepreneurial pour pouvoir faire ça, en fait. Donc, voilà où j'en suis aujourd'hui. J'ai créé ma boîte et puis, bah, j'essaie de faire ce que j'aime, un petit Et peu ouais. comme toi, et d'inspirer les gens avec un petit peu toutes les infos que j'ai pu glaner à droite à gauche et toute ma passion et toute mon envie, quoi. Mm. Énorme. Je te retrouve un petit peu dans ton parcours de jeunesse parce que bah, j'étais un peu pareil quand j'étais jeune, tu vois, j'étais un scientifique. J'étais enfermé dans ma chambre. J'avais un microscope, j'avais un squelette grandeur nature avec tous les organes à l'intérieur, etc. Je m'amusais à faire des dissections d'araignées. Je faisais des vivariums où je capturais des araignées pour les observer, observer comment elles faisaient les toiles, etc. Je faisais pas mal de petits potagers chez moi aussi. Et, Ouais, euh, et beaucoup, beaucoup de dessins. Je dessinais les dieux égyptiens. J'étais fasciné aussi par le monde aquatique, surtout les requins. ouais. Et après, bah, tu vois, petit à petit, quand je suis rentré à l'école, et bah, après, l'école m'a un petit peu dégoûté de toutes ces choses-là. Et du coup, j'ai perdu ces choses. Hmm. Et ça fait que quelques temps là où ça revient, tu vois, cette envie vraiment de ce goût pour le dessin. Je redessine des fresques égyptiennes. Je me réintéresse vraiment au vivant, à la nature, etc. Euh, donc je me reconnais beaucoup dans ton parcours, tu vois. Et, euh, et toi, tu t'aimerais quand même vivre au Japon plus tard ou ça t'a vraiment dégoûté? Parce qu'après, t'as le choix de l'endroit, encore une fois, où tu vas habiter au Japon. Bien sûr, bien sûr. Non, non, effectivement. Donc, je suis retourné après plusieurs fois au Japon. Je suis allé sur une toute petite île qui s'appelle Okinoelabe. C'est le sud de la préfecture de Kagoshima. Je suis allé aussi beaucoup, enfin, je suis allé deux fois à Nagano. Donc, je suis allé un petit peu me perdre dans les campagnes comme ça. Et j'aime beaucoup la campagne japonaise. Mais en fait, ce qui me touche profondément au Japon, et alors ça, c'est peut-être les studios Ghibli, c'est peut-être différentes œuvres qu'on nous a, comment dire, proposées ici en Occident, mais c'est vraiment ce côté traditionnel, shintoïste, etc. Et c'est vrai que j'ai mis du temps à mettre des mots dessus. Et je pense qu'aujourd'hui, j'y suis un peu parvenu. Et d'une certaine manière, c'est un petit peu faire sa propre psychanalyse, en fait, de réussir à mettre des mots sur ce que tu étais venu chercher. Ouais. Donc, j'ai pas forcément décidé plus que ça. Pour l'instant, vraiment, je suis un peu dans une optique je suis dans une forme de chaos et je me dis, écoute, voilà, ton arme, c'est la vérité, c'est enfin, voilà. J'essaie de savoir qui je suis dans ce chaos et puis ensuite on verra ce qu'il en sort. Hmm. Et donc j'ai pas forcément décidé quoi que ce soit à ce niveau-là. Hmm. Est-ce que tu as quelques petites clés de sagesse qui te viennent du Japon, des choses vraiment qui t'ont marqué, un mode de culture, comment ils vivaient, comment ils s'alimentaient, ce qui t'a vraiment marqué? Euh, Vis-à-vis du Japon, alors bah, par exemple pour te parler d'Okinawa, c'est vrai qu'il y a l'alimentation à Okinawa, mais il y a aussi beaucoup de liens sociaux. Donc en fait, moi j'étais dans une famille qui faisait de la production laitière. Donc bon, les exploitations agricoles au Japon c'est compliqué, notamment pour ce genre de ferme-là, parce que bon bah le prix de la ration alimentaire pour le bétail augmentait, le prix de rachat du lait diminuait, donc eux ils se sont adaptés, ils réutilisaient des déchets d'une usine de tofu, etc.
Mais bon, voilà, ils étaient dans une vie très rurale et du coup, en fait, ils participaient en permanence à des rencontres d'éleveurs. Il y a les matsuri, donc c'est les festivités d'été. Il y a plein comment dire, d'opportunités pour se rencontrer, discuter, Mhm. parler. Et, euh, et donc, ça, c'est propre, enfin, c'est pas propre à la ruralité japonaise, mais à Okinawa, c'est très, très développé. Donc, ce côté déjà social qui est fondamental. Ensuite, une des particularités d'Okinawa spécialement, c'est qu'à l'origine, le riz pousse pas très très bien là-bas, parce que c'est un climat subtropical, donc on peut pas y faire pousser les mêmes variétés de riz que dans le Japon principal, les îles principales du Japon. Et du coup, en fait, l'alimentation classique, à l'origine, c'était la patate douce. Mhm. Et notamment, en fait, ils ont fait venir de Chine une patate douce violette, qu'ils ont vraiment hybridée et sélectionnée sur l'île pour qu'elle ait une couleur de plus en plus violette. Donc, ça s'appelle la Beni Imo. Et en fait, c'est violet comme une myrtille, donc c'est blindé d'anthocyanes, c'est extrêmement riche. À Okinawa, on mange beaucoup de porc, mais on mange le porc avec les abats, etc. Donc on mange beaucoup Ouais. de collagène. Et donc je pense que ça a un rôle là-dessus. Puis après, la nourriture fermentée aussi au Japon, tu peux pas y échapper. Les différentes plantes médicinales qu'on utilise, il y a des formes de gingembre. Okinawa, en fait, avant, c'était l'archipel des Ryukyu. Et les Ryukyu, en fait, c'était vraiment un royaume indépendant qui faisait le commerce avec l'Indonésie, l'Inde, etc. Ça a été les premiers au Japon à utiliser le curcuma et à faire venir en fait des plantes de l'étranger, là où pendant l'époque Edo, le Japon était complètement renfermé sur lui-même. Ok. Ça me donne envie. Tu vois, t'es la troisième personne là que j'ai interviewé en peu de temps. Il y avait Pierre Dufraisse, Hmm. Slim, que tu dois peut-être connaître aussi, qui est un ami Non, à je connais Pierre. pas Slim, par contre, effectivement, je connais Pierre et on partage beaucoup là-dessus. Ouais. Et eux aussi m'ont parlé beaucoup du Japon, tu vois, et je me dis, putain, c'est trop intéressant, ça doit être une culture merveilleuse, parce que à vous trois, en fait, ça vous a vraiment changé votre état d'esprit, ça vous a donné une belle philosophie de la vie. Et donc, Hmm. je pense que c'est un pays qu'il faudrait que j'inclue aussi dans ma liste de voyages. J'aimerais qu'on parle un petit peu d'écomimétisme. Est-ce que tu peux expliquer un petit peu ce que c'est? Ouais. Et aussi ton activité, parce que je sais que tu crées ta Zeno. Hmm. Alors, je sais pas si c'est une entreprise, si c'est un concept ou quoi, mais je pense que c'est lié en tout cas à l'écomimétisme, et je voudrais en savoir un petit peu plus concrètement sur ce que tu fais et qu'est-ce que c'est tout ça. Hmm. Ouais, bah moi je suis bon, là, dans la philosophie traditionnelle aussi japonaise. Il y a cet animiste qui est parmi les dernières formes d'animistes qui sont encore actifs, donc c'est le shintoïsme. Et donc donc comme toute forme d'animisme, en fait c'est des polythéistes, ils croient en plusieurs divinités, donc il y a plein d'esprits dans le folklore japonais qui sont popularisés par les mangas. Mais en fait, je pense que le fait d'avoir cette vision polythéiste des choses, ça t'incite à une humilité permanente. Et donc le Japon s'est formé en fait autour de justement l'appréciation de la nature. Et comme le Japon, c'est un pays où les quatre saisons sont très marquées, en fait, il y a tout un art qui s'est développé autour de ça. Donc on a dans le wabi-sabi enfin, le wabi-sabi, en fait, c'est la philosophie inhérente qui fait créer le socle de plein de pratiques japonaises, mais notamment par exemple la pratique du sado, donc la voie du thé. Et donc, on met en avant, par exemple, les ikebana, donc les fleurs qui poussent à telle ou telle saison. Il y a la tradition du hanami, d'aller voir les sakura, les cerisiers en fleurs au Japon. Et donc, cette philosophie-là, elle est inhérente au Japon et moi, elle me marque profondément. Et, euh, et en fait, cette idée d'écomimétisme, bah, en fait, c'est simplement de regarder la nature avec humilité et de se rendre compte qu'elle fait absolument tout meilleur que nous. Et simplement, elle le fait avec une telle grâce, une telle subtilité que souvent on n'en est pas conscient au premier abord. Et, euh, et donc, en fait, aujourd'hui, effectivement, c'est quelque chose qui commence à être établi avec des fondements scientifiques. On étudie les matériaux, comment est-ce que la nature fait pour fabriquer des matériaux avec une grande résistance, avec une grande flexibilité, avec un super aérodynamisme, etc. L'idée, en fait, c'est que ça, c'est extrêmement technologique à mettre en œuvre. Mais en fait, avec simplement une forme de philosophie différente, on arrive à créer des rapprochements entre nos entreprises et la manière d'opérer de nos entreprises et la manière dont la nature opère.
qui sont déjà en fait impactants sur l'efficacité. Et donc, c'est de ce postulat-là, en fait, que j'ai voulu créer la société. Donc, c'est avant tout une philosophie, en fait, qui m'a poussé à créer cette boîte. Et après, je me suis dit, bah, écoute, de toute façon, je pense qu'on n'est jamais vraiment prêt. Et j'ai laissé un petit peu aussi voir ce que le destin m'a porté d'une certaine manière. Mais du coup, voilà, l'écomimétisme, c'est ça, c'est vraiment, on se situe à une échelle qui est beaucoup plus low-tech que le biomimétisme, vraiment d'inspiration des matériaux, etc. Et l'idée, c'est d'essayer de créer en fait un design dans lequel les différents éléments se répondent de manière la plus cohérente possible, de revenir aussi à une échelle locale de la manière dont fait la nature, et puis en fait finalement de créer un capitalisme à la forme de ce que fait la nature, parce que je pense qu'on décrit beaucoup le capitalisme, mais je pense pas que le capitalisme soit quelque chose de fondamentalement mauvais. Hmm. Simplement, on le pratique à mon idée d'une manière qui est un petit peu euh, comment on pourrait dire, qui a été un petit peu corrompu par la manière dont les hommes appliquent les choses, ou en tout cas, voilà. Ouais. Donc je pense que le capitalisme mondialisé est un problème, mais quand on regarde la nature, elle fait du capitalisme mais en local. Et là, Ça tout de suite, ressemble à ça me quoi la donne. nature qui fait du capitalisme? Bah, la nature qui fait du capitalisme, c'est la nature qui a aussi en fait en permanence des mécanismes de défense. La première chose que fait une cellule pour exister, c'est de se définir et créer une membrane. Sans membrane cellulaire, il n'y a pas de cellule. Hmm. Donc à partir du moment où tu définis un périmètre du toi et du non, du soi et du non-soi, tu crées un espèce d'ego en fait. Et cet ego te pousse à ne pas te dissoudre dans le grand tout. Et c'est un petit peu le combat permanent de la nature, parce que la nature émerge du chaos, mais en même temps, elle doit aussi être l'ordre dans le chaos, sans quoi elle ne pourrait pas exister. Et donc, dans le biomimétisme, moi, je pense que une des mythologies qui illustre le mieux le biomimétisme, c'est l'histoire de Dédale, Dédalé, je sais plus comment ce qu'on dit, mais tu sais, c'est le labyrinthe du Minotaure, donc Ariane qui va sauver, je sais plus, je ne sais plus le prénom du protagoniste, mais bon, donc Dédale qui a créé un labyrinthe pour enfermer le Minotaure, Icare, voilà. Et donc il va avec son fils Icare, ils sont condamnés par le roi Minos à être enfermés dans le labyrinthe. Et en fait, Dédale donne à Icare une paire d'ailes. Et donc, première chose du biomimétisme, donner une paire d'ailes, c'est pouvoir voler comme un oiseau. Et il dit donc à Icare, il lui dit, écoute, prends garde au soleil parce que les feuilles sont, pardon, les Les plumes sont ailes. assemblées avec de la Hmm. cire et le soleil ferait fondre la cire et tu tomberais. Et prends garde aux vagues parce que l'écume, la brume et l'humidité alourdiraient tes plumes et tu finirais par tomber. Et donc Icare monte trop haut vers le soleil, Icare s'est brûlé les ailes et il est tombé dans la mer Icarienne, côté de la Grèce. Mais, euh, mais voilà, c'est cette histoire-là, pour moi, c'est le fondement du biomimétisme, c'est de comprendre qu'en fait, il y a un intervalle dans lequel la vie se situe en permanence. Si elle va dans un extrême haut comme dans un extrême bas, elle est complètement annihilée, elle retourne au chaos. Et donc, cet intervalle-là, c'est la définition du vivant, c'est cette membrane, et c'est ce qui fait un soi, c'est ce qui fait un ego, et c'est ce qui fait que fondamentalement, la nature ne peut être que capitaliste parce que un arbre, si tu veux, tu vas arriver, tu vas lui couper une branche. Toi, tu vas récupérer de la calorie pour pouvoir te chauffer, faire différentes choses, mais n'empêche que tu lui as volé de l'énergie. Ouais. Et donc, ça impacte également la santé, etc., parce que les plantes ont tout un tas de mécanismes de défense. Il y a des molécules. En petite quantité, en fait, ça peut être un médicament. Et en grosse quantité, en fait, ça va carrément te mettre HS. Hmm. Donc, la nature est capitaliste. Je suis un peu désolé de le dire, mais c'est quelque chose de fondamental, en fait. Oui, puis après, c'est nous qui avons étiqueté le capitalisme comme quelque chose de négatif parce que, bah, encore une fois, l'être humain, il a été un petit peu trop loin ou il s'est corrompu, comme tu disais. Et aussi, le côté capitalisme, c'est pas un petit peu le rapport qu'il y a entre les échanges, par exemple, bah, le pollen, la pollinisation.
peut-être des arbres ou des plantes qui vont protéger d'autres, tu vois, qui vont s'entraider, cette notion d'entraide aussi. Oui, absolument. Bah, en fait, de toute façon, si tu veux, même un jeu comme le football, la base, c'est la coopération. Hmm, Parce qu'en fait, si tous les joueurs ne se mettaient pas d'accord pour dire, OK, on joue au football et c'est ça les règles, il n'y aurait pas de football, en fait. Donc, il y a une base de coopération à tous les sports, même les sports de compétition. Et absolument qu'il y a de la coopération dans la nature. Mais encore une fois, je pense que le fait d'avoir une mauvaise vision de ça, ça corrompt un petit peu les choses parce qu'on a l'impression du coup que la nature est imparfaite. En fait, c'est notre vision qui est incomplète, c'est pas la hmm, nature qui est imparfaite. Et, euh, et donc, euh, et donc oui, bien évidemment, il y a une base fondamentale de coopération, mais c'est jamais, si tu veux, même une plante, en fait, quand tu prends l'évolution des plantes, bah, tu as les gymnospermes. Les gymnospermes, c'est le mariage à nu. Donc, c'est toutes ces conifères, etc., qui vont faire d'immenses quantités de pollen pour essayer que bah, sur 1 milliard de pollen, il y en ait un qui arrive par chance, par le vent dans la fleur femelle et que ça fasse une pomme de pin. Et puis, tu as les plantes, après, les angiospermes, qui, eux, ont pris la stratégie de utiliser cette énergie, une énergie supplémentaire pour faire une fleur qui va attirer un insecte et qui va donc en proportion avoir besoin de faire moins de pollen, mais avoir une efficacité augmentée parce que l'insecte va du coup y trouver son compte de venir visiter la fleur et pouvoir aller polliniser la fleur femelle, quoi. hmm. Génial, c'est passionnant. Ouais. Et est-ce que tu pourrais donner un exemple concret d'écomimétisme que l'être humain pourrait reproduire pour donner quelque chose de concret qu'on puisse imaginer? Bah, nous, en fait, ce qu'on fait, c'est qu'on essaie de créer des écosystèmes. Et donc, en fait, on essaie de décloisonner un petit peu les entreprises, d'essayer de comprendre un petit peu comment fonctionnent les acteurs en local, d'essayer de contextualiser l'entreprise finalement, parce que, il y a toujours un contexte dans lequel opère une entreprise, en la qualité du sol, les types de végétaux. Donc, c'est ce qu'en en biologie, on qualifie de biotope et de biocénose. Le biotope, c'est un petit peu le décor de la pièce de théâtre, tout ce qui va être inerte. Et puis la biocénose, c'est les êtres vivants qui vont interagir dans cette pièce de théâtre. Et en fait, nous, les êtres humains, quoi qu'on en dise, on fait part de ça, on prend part à ça, pardon. Et le problème, c'est que si on arrive comme des bourrins et qu'on cherche pas à regarder un petit peu ce qu'il y a autour de nous, forcément, on cherche pas à s'inclure, en fait. Et donc, nous, l'idée, c'est d'essayer de trouver un moyen de s'inclure au sens large dans un écosystème en prenant en compte les autres acteurs humains, les acteurs animaux, les acteurs végétaux, et d'essayer de faire en sorte que l'humain puisse prendre sa part également, parce que je pense qu'encore il y a quelque chose de fondamentalement erroné à considérer la nature comme une espèce de petite fille juvénile sans défense, etc. Je pense que, et d'ailleurs les mythes nous le transmettent bien, la nature c'est à la fois la gorgone, c'est à la fois cette personne avec les cheveux en serpent qui est capable de te foudroyer, de te pétrifier, et en même temps c'est aussi Gaïa, c'est aussi l'abondance, c'est aussi tout ça. Et voilà, en fait, ça reparle de cette histoire de Icare. Il faut trouver le bon équilibre dans les deux. Et il faut pas se dire, il faut pas revenir. Enfin, moi, je pense que c'est erroné de prôner la décroissance, etc. Enfin, la décroissance totale, je veux dire. Il faut garder une certaine forme de croissance. Après, il faut l'orienter, bien sûr. Euh, mais je pense que de dire que il faut revenir à des trucs, voilà, encore une fois, je pense qu'il faut du discernement dans toute chose. Et finalement, voilà, la nature, ça peut être, c'est aussi une forme de danger. Et je pense que c'est un petit peu dangereux le fait de la posture de nier complètement tout ce que le progrès nous a permis de réaliser jusqu'ici. Et simplement, effectivement, il faut après définir le progrès. Parce que aujourd'hui, on prône beaucoup de choses comme étant du progrès. Je suis Hmm. pas du tout sûr que ça en soit. Je suis d'accord avec toi, hein. Pour moi, c'est devenu presque une espèce d'idéologie, une espèce de... Pour moi, c'est presque le progrès, c'est presque un dogme. On te fait croire Exactement. que toute évolution, toute nouvelle technologie, c'est le progrès, donc c'est bon pour l'humanité, c'est bon pour la croissance. Mais en fin de compte, derrière ça, il y a une destruction totale de la nature.
on l'utilise comme une vulgaire ressource. Et Mm, ça, j'en parle beaucoup aussi des fois sur Instagram parce que bah, moi qui suis vraiment très attaché au vivant aussi, qui a une vision aussi animiste, bah, tu vois, ça me mm, fait mal. Tu vois, la dernière fois que je suis allé voir Avatar 2, quand tu vois encore une fois les humains qui arrivent sur Pandora et qui foutent leur merde, tu les as là, tu vois, ça, c'est prenant en fait. C'est un message ouais. qui est criant. Et, euh, et en fait, oui, nous aujourd'hui, les humains, on s'est placé tout en haut de la chaîne alimentaire. On, Mm, on s'est pris pour les kings, on a mis nous-mêmes notre petite couronne en se disant c'est nous les maîtres du monde. Et en fait, on mm, a pris un petit peu, c'est la vision que j'ai, bah, la terre, Gaïa, toutes les ressources pour de l'esclavagisme en fait. Et donc, du mm. coup, on pioche comme ça sans regarder, on détruit, on casse tout. Enfin, j'ai l'impression que l'Homo sapiens, ça fait ça depuis, un petit peu depuis la nuit des temps, parce que quand tu regardes aussi à l'époque des chasseurs-cueilleurs, quand un groupe de chasseurs-cueilleurs arrivait dans une nouvelle forêt, qu'est-ce qu'ils faisaient? Le premier truc, ils cramaient tout. Hop, Mm. ils crament tout, comme ça ils brûlent tous les prédateurs, comme ça ils enlèvent tout le, tu vois. Et j'ai La l'impression que ce mégafaune, truc etc. Ouais. ouais, j'ai l'impression, tu vois, que ce truc d'être humain, de vouloir absolument s'imposer, de tout détruire, tu vois, ouais, de tout détruire, de faire tout contre nature, ben, j'ai l'impression que c'est quelque chose qui est ancré en nous depuis des milliers d'années. Je sais pas si tu as une explication ou comment tu vois la chose. Ouais, ouais, je pense avoir une explication. En fait, ce qu'il faut voir, c'est on est quand même la seule espèce à avoir pris cette tangente. On a quand même eu la nature a choisi pour nous ce développement de notre intellect. Et a priori, c'est pas du tout un choix qui est très facile à faire parce que on est on est des organismes qui sont particulièrement faibles. Même un chimpanzé qui est plus petit que nous, en fait, il peut déployer 4 ou 5 fois notre force physique. Et en fait, il faut bien se rendre compte qu'avant d'être au sommet de la chaîne alimentaire tel qu'on peut l'être aujourd'hui avec notre intelligence, en fait, on était des êtres vivants qui étaient résolument faibles et on était obligé de monter des stratagèmes de cohésion d'équipe. Avant ça, on a même été un peu charognard parce qu'en fait, quand comment dire, quand la forêt tropicale a disparu, et ben en fait, on s'est retrouvé dans des savanes, dans des zones qui étaient qui étaient très difficiles à vivre pour nous. Et donc, je pense que ça, c'est le côté ancré dans notre cerveau reptilien finalement, Hmm. cette peur de la nature d'une certaine manière, parce on a pendant très très longtemps pas réussi à la dompter, parce on est frêle, on est fragile les êtres humains, on est très très fragile. Et je pense que c'est tout le paradoxe de l'humain, c'est que aujourd'hui il a acquis un certain pouvoir avec cet anthropocène où on est capable d'influer sur les cycles géobiologiques de la Terre, mais que en fait, si on devait retourner complètement à un état purement sauvage, on est absolument faible. Hmm. Et c'est pour ça que c'était, je crois que c'était Aristote qui disait l'homme est un animal politique. Il disait ça dans le sens de la police, de la société, finalement, de la ville, parce que l'homme a toujours dû coopérer, créer des formes de coopération toujours plus poussées pour pouvoir se prémunir face à cette nature qui est assez hostile pour nous. Et ça reparle en fait du mythe de la Gorgone et de Gaïa, comme on Ouais. disait, quoi. Mm. C'est vrai que on voit un petit peu la nature comme quelque chose d'hostile. Et d'ailleurs, elle l'est parce que nous, tu vois un exemple tout simple. Demain, tu fermes tous les magasins, les supermarchés. On n'est même pas foutu de faire pousser un potager. La plupart des Mm. gens, ils ne savent Bien pas sûr. filtrer de l'eau. On ne sait pas Mm. chasser. Donc en fait, on s'est totalement coupé de ça. Donc déjà de base, on a perdu cette antifragilité du coup. Mm. Et, euh, et qu'est-ce que je voulais dire d'autre? Euh, j'ai perdu le fil. Euh, Antifragilité, on a perdu l'antifragilité, on ouais. sait plus cultiver, on sait plus. Ouais, c'était par rapport à la culture et ça me reviendra peut-être. Ça marche. Et Non, mais ouais, c'est ça. Je pense, c'est le paradoxe dans lequel, enfin, c'est le paradoxe dans lequel on est enfermé, et du coup, on fait des zigzags, en fait, on fait des gauches-droites en permanence dans cet intervalle qui nous est attribué. Et effectivement, effectivement, aujourd'hui, on s'est beaucoup trop coupé de la nature, et moi, c'est mon expérience au Japon, avec cette société qui est devenue justement très mondialisée et puis très matérialiste. Et du coup, oui.
la connexion avec la nature n'est plus du tout là. Et je pense que ça, c'est fondamentalement mauvais parce que la, le fait de se connecter à l'écologie et de connaître comment la nature fonctionne, ça incite à l'humilité. Et quand on n'est pas humble, on devient orgueilleux. Et quand on est Mm. orgueilleux, en fait, on construit la tour de Babel et on cherche à s'ériger au-dessus des cieux. On crée un matérialisme ambiant qui clive toujours plus et plus et plus et plus. Et ensuite, on n'arrive plus à se parler. Et la tour de Babel s'effondre et on n'a finalement jamais pu atteindre les cieux. Et je pense que ça, c'est nauséabond et c'est vraiment ce qui se passe aujourd'hui parce que quand tu vois la philosophie de tout ce qui est forum de Davos, etc., Yuval Noah Harari, le fabuleux historien du forum de Davos, il a écrit un livre qui s'appelle Homo Deus quand même et Et je l'ai qui pas encore dit lu celui-là. comment? Je l'ai pas encore lu celui-là. Tu l'as pas lu? Non. Bah, il dit en fait, écoutez les gars, l'humanité a commencé en créant des dieux et elle finira en devenant Dieu. Et je pense que en fait, on est dans cette phase aujourd'hui où, enfin, psychiquement parlant, avec l'avènement de la science moderne, on a entre guillemets tué les dieux parce qu'avant les dieux c'était on a dû implémenter l'héliocentrisme, ensuite on a découvert l'univers, la Niakéa, machin, machin. Et en fait, plus on va loin, plus on se rend compte que les dieux sont loin de nous. Alors qu'avant, on pensait qu'ils étaient juste en haut, quoi. Et donc, on a tué les anciens d'eux d'une certaine manière. Et donc, du coup, maintenant, on cherche à s'ériger en tant que Dieu. Et en fait, voilà, on est en train de reproduire l'histoire de la tour de Babel. Et quand tu regardes aujourd'hui ce qui se passe, le fait qu'on puisse plus parler, que la liberté d'expression soit quand même aussi entachée d'une certaine manière, parce que je te suis aussi sur les réseaux et tu me disais qu'il y avait des véganes qui étaient venus te voir. Oui, mais comment ça, Dylan, tu manges de la viande, etc. Enfin voilà, il y a tous ces plans de clivage qui existent aujourd'hui. Et bon, la Bible commence quand même avec au commencement était le Verbe. Dans le grec, en grec, c'est le logos. Et en fait, je pense que la liberté d'expression, c'est quelque chose qui est absolument fondamental pour Mm. l'homme. Et donc, le fait de créer comme ça cette déconnexion au point qu'on puisse plus discuter, c'est ça encourt à la catastrophe. Ah, là, on va droit dans le mur, hein. On va droit à la Mm. perte de l'humanité. Et justement, d'ailleurs, en parlant de ça, est-ce que toi, tu as c'est vraiment entre guillemets une approche plus complotiste, c'est-à-dire c'est fait exprès, il y a une élite derrière tout ça qui, justement, veut rendre l'être humain esclave par le transhumanisme aussi, tu vois, nous rendre un petit peu robotique et nous faire perdre de notre humanité? Ou est-ce Mm. que tu penses que c'est juste, en fait, le fruit, en fait, de l'évolution et du progrès, en fait, qui fait perdre un petit peu tous les hommes? Non, non, moi je pense que c'est pour le coup, je pense qu'il y a ce côté un petit peu comme Rudolf Steiner disait, donc le côté harrymanien du développement du progrès qui aboutit en fait de manière très logique à la situation dans laquelle on est aujourd'hui, parce qu'on n'a pas réussi à mettre les freins. Et après qu'il y ait un complot et tout, je pense que en fait l'homme est fondamentalement social et que en fait à un moment donné tu te retrouves de toute façon dans des sphères. Tout le monde a son microcosme, même nous on est un microcosme. On pense pas du tout comme la globalité des Français. Et en fait, les chefs d'entreprise de plus en plus puissants se retrouvent en microcosme. Et en fait, je pense, même pour tout te dire, je pense qu'en fait aujourd'hui on est dans une communisation de notre système. Je pense qu'on a un système qui balance vers le communisme, et tout simplement pourquoi? Parce que, pour reprendre ce que disait Lao Tse, trop loin à l'est, c'est l'ouest, et que en fait le monde est polarisé, et en fait tout excès engendre l'excès opposé, et comme on a un capitalisme mondialisé qui a fonctionné à l'excès. On a ce capitalisme de connivence qui fait qu'aujourd'hui, on a des gens qui sont tellement puissants, qui sont capables de dire, mon entreprise, même si ça marche pas, je vais la faire tourner pour faire du trafic d'influence, et donc on a tout ce qui se passe un petit peu aujourd'hui dans le monde avec les, je sais pas, mais tous ces produits qui fonctionnent pas. Enfin, les Beyond Meat et les machins.
on te force à manger des criquets là. Oh putain. Ouais, ça arrive. Et, et, et en fait, voilà quoi. Je pense que c'est une conséquence logique. Il y a un livre là-dessus de René Guénon sur la crise du monde moderne. C'est un livre qui a été écrit en 1920, 27 je crois. Et bah voilà, il l'avait déjà prédit en fait. Il l'avait déjà prédit et je pense que c'était prédictible. Ouais, Euh, carrément. Parce que je pense que fondamentalement, de toute façon, la vie, la vie, c'est des cycles à grande et à petite échelle, et que en fait, on a un principe originel qui s'ancre, qui est relativement pur et qui va vers la corruption, et puis ensuite ça engendre une crise jusqu'à ce qu'on ait un retour d'une forme plus originelle de vérité. Et c'est pour ça qu'il y a cette fameuse citation que les Américains aiment bien, qui disent que les temps difficiles engendrent des gens forts, les gens forts engendrent des temps faciles, et les temps faciles engendrent des gens faibles qui, à Hmm. leur tour, engendrent des temps difficiles. Voilà. Ouais. Ça me fait, pour reciter encore la Bible, parce que tu l'as cité tout à l'heure, dans la Bible, il y a une phrase qui dit, il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Et en fin de compte, la Bible le dit aussi, c'est que tout est cyclique, on n'a rien inventé. Et c'est comme si on est dans une espèce de boucle et tout va se reproduire à l'échelle de l'humanité, en fait, depuis le commencement. Mais en Mm. fait, si on observe un petit peu ce qui s'est passé, bah, c'est logique, en fait, euh, le chaos dans lequel on tend, tu vois. Mm. Et d'ailleurs, toi, c'est quoi un petit peu en fait, je voulais rebondir sur plein de trucs, sur les criquets, tout ça, on va garder un peu le côté spirituel un peu plus tard. Ouais. Euh, qu'est-ce que tu penses, toi, de comment tu vois le futur de l'humanité avec tout ce métaverse, avec ces intelligences artificielles, tu vois, le chat GPT, Mm. ces implants qu'on veut nous mettre, Mm. et puis les criquets aussi, tu vois, je pense que ça va être un désastre écologique et peut-être même sanitaire. Je sais pas un petit peu la vision que tu as, comment tu penses que ça va évoluer tout ça? Euh, Moi, je pense que on touche un petit peu au bout. Je pense qu'en fait, on a des cycles qui s'accélèrent quand même vachement. Quand tu regardes dans les années d'après-guerre, on avait vraiment, et même pendant la guerre froide, etc., on était sur une sacralisation de l'ingénierie. On a une civilisation qui était très, très, très basée sur l'ingénierie. Les mecs ont quand même réussi à aller sur la Lune avec même pas la puissance de calcul de notre smartphone aujourd'hui. Ils allaient dans des capsules avec des câbles partout et tout. C'était un peu des malades. Et puis l'ingénierie ensuite s'est fait bouffer par le marketing. Parce que pourquoi se faire chier, pourquoi travailler aussi dur si tu peux vendre le truc deux fois plus cher et avec deux fois moins de qualité. Et puis le marketing, en fait, s'est fait bouffer par la finance, s'est fait rattraper par la finance. Et puis en 2008, la finance, en fait, s'est fait renflouer par l'État, hein, parce que les banques ont été renflouées par l'État, qui n'a pas voulu que les banques fassent faillite. Et du coup, en fait, aujourd'hui, on a les États qui sont fondamentalement à la tête du capitalisme, qui font la pluie et le beau temps, et qui t'impriment des milliards et des machins. Et en fait, tout ça, ça nous éloigne. Et désolé, tu m'as dit que la spiritualité, on en parlerait après. Mais c'est quand même une manière très très corrompue d'utiliser l'argent parce qu'à la base l'argent c'est quoi? C'est une liquidité, ça sert à faire un transfert de biens ou de services. Et parce que bah, moi j'ai des moutons à vendre, mais toi t'as pas forcément envie de moutons et t'as plutôt besoin qu'il y ait un mec qui vienne refaire ton toit, et bah tu utilises l'argent comme une liquidité pour transférer la richesse qui est intrinsèque à tes moutons vers le mec qui va pouvoir faire ton toit. Et c'est une dématérialisation qui est aussi propre à l'être humain, parce qu'en fait, c'est le fait de pouvoir dire je serai au futur qui te donne la confiance de pouvoir avoir quelque chose comme l'argent qui existe. L'argent, c'est un espèce de marchandage avec le futur aussi. Hmm. Et en fait, aujourd'hui, on est en train de complètement détruire le futur en détruisant la valeur de l'argent, la valeur monétaire, toutes ces choses-là. C'est encore une fois une forme de corruption qui est en train de se produire. Mais les cycles, quand tu regardes, ils sont quand même de plus en plus rapides parce que le cycle d'ingénierie a duré quand même plusieurs décennies. Ensuite, le cycle marketing, on va dire, il a duré peut-être allez, 15 ans. Ensuite, la banque, ça a été encore plus rapide. Et les États, ça fait depuis 2008 qu'ils ont renfloué les banques.
qui sont à la tête du truc et on voit déjà le truc s'essouffler en fait. Hmm. Et donc, je ne sais pas s'il y aura quelque chose d'autre après l'État ou si ce sera, ça y est, une forme de chaos et une atomisation finalement, parce que c'est ça, hein, l'univers, c'est un cycle d'atomisation où les particules se fragmentent, puis de reconstitution. Et donc, je ne sais pas si ce sera l'atomisation après voilà, les faillites d'État, et du coup, il va falloir retrouver un noyau, recréer des sphères comme ça. Mais moi, je pense que de toute façon, on s'achemine vers ça, et de toute façon, ça va être de plus en plus accéléré. Et tout l'intérêt, en fait, du travail que j'essaie de mettre en place, c'est de créer justement ces bulles de résilience au sein de ce chaos ambiant. Hmm. Et, euh, et donc, ouais, après, je pense qu'encore une fois, c'est une trajectoire qui était prise depuis de longues dates. En fait, c'était Attali qui révélait que les cornflakes avaient déjà été inventés pour éviter que les gens aient trop de puissance sexuelle, pour stériliser un peu la population. Aujourd'hui, on a une alimentation qui est de plus en plus toxique. On fait en sorte que les gens aient un mode de vie qui est de plus en plus toxique pour les couper vraiment de leur capacité d'action. Et je pense que c'est ce vers quoi ils tendent, mais qu'en même temps, à chaque fois qu'on tend l'élastique, la réaction sera de plus en plus fulgurante, Ouais. dans le sens opposé. Hmm. Et en plus, tu vois, tu en parlais tout à l'heure dans la région du Japon où justement c'était le social en fait qui prenait et qui Mm, permettait justement de favoriser les personnes heureuses et une longévité. Et du coup, mm, on est dans une société, tu vois, où on en parlait tout à l'heure, où en fait on essaie bah, de nous distancer, de nous rendre mm, de plus en plus isolés, de nous faire porter des masques pour pas. Pour moi, je le vois comme il disait Idriss Aberkan, c'est la muselière civique. C'est mm, ferme ta gueule, t'as pas ton mot à dire, tu n'as pas. Enfin, tais-toi, toi, tout simplement. Et j'ai l'impression, enfin moi je dirais j'ai un peu cette approche pas complotiste parce que c'est pas le terme, mais pour moi il y a des gens qui cherchent à créer ce genre de choses de manière volontaire, bien à nous sûr. couper de notre liberté d'expression, de notre même de rencontrer des gens. L'alimentation ça devient catastrophique, c'est de pire en pire. Enfin tu vois Mm, on fait tout pour vraiment déshumaniser les gens, pour qu'ils mm, soient complètement addict à un téléphone. Et dernièrement, tu vois, j'ai regardé quelques épisodes de Black Mirror ou encore un épisode, un documentaire sur Netflix qui parlait justement des réseaux sociaux. Et tu vois ouais. à quel point c'est effrayant. À quel point derrière ça, il y a des neuroscientifiques qui connaissent parfaitement les fonctions du cerveau, comment fonctionne la dopamine, l'addiction, etc. Et qui font tout pour nous rendre addicts, pour nous prendre notre attention, pour encore une fois le profit et encore une fois faire plus d'argent. Mm. Bah, je pense que je suis complètement d'accord avec toi. Je pense qu'il y a effectivement des forces qui tendent vers ça parce ils veulent effectivement avoir les pleins pouvoirs. Mais en fait, si on remonte encore dans le temps, je pense que c'est quelque chose qui s'est amorcé déjà depuis, et c'est là où on va retrouver les cycles et avec une rapidité toujours plus forte, plus rapide d'exécution en fait, ou en tout cas de cette corruption qui a lieu. L'histoire, c'est un peu l'histoire d'Adam et Ève, hein, la sortie du paradis. Et ça va faire peut-être le lien avec les champignons, mais à l'origine, il y a énormément de civilisations en fait qui pratiquent des rites chamaniques avec les champignons hallucinogènes et la Je voulais en psilocybine. parler, ouais. Hmm. Et, et donc c'est des champignons, c'est des civilisations en fait qui étaient très proches de la nature parce qu'en fait l'hallucinogène principal dans les champignons c'est le Psilocybe cubensis qui est coprophile, c'est-à-dire qui aime les crottes et qui pousse sur les crottes de bétail. Et donc il y a une sacralisation du bétail, il y a un mode de vie nomade avec ces bêtes. C'est pour ça probablement qu'en Inde la vache est sacrée parce que la vache c'est aussi la connexion au divin via les antéogènes donc Hmm. via les champignons qui poussent dans sa crotte. Et en fait, le champignon au début était abondant en Afrique, etc., parce que le Sahara n'était pas encore devenu complètement désertique. Et puis petit à petit, il y a une raréfaction des champignons. Et donc du coup, on commence à réserver les champignons aux élites. On commence à faire en sorte de les conserver. Et le plus grand conservateur qu'on ait, c'est le miel à l'époque.
Donc en fait, ça s'est documenté comment dire, en Amérique latine, hein. On stockait les champignons hallucinogènes dans le miel. Et puis, il commence à y avoir une fermentation. Et donc, du miel aux champignons, tu passes à l'hydromel et tu passes à l'alcool, en fait. Et ça, c'est dramatique pour une civilisation parce que entre une substance qui te connecte fondamentalement à ton environnement et te rend humble versus une substance comme l'alcool qui, au contraire, inhibe ton, ton, inhibe tout ce qui est jugement critique, etc., qui te fait prendre de l'ego, Hmm. etc., etc., c'est déjà un changement radical. Et puis, en fait, tu avances vers cette corruption des trucs. Donc, tu avais aussi la marijuana qui, à l'origine, en fait, on sait que le CBD, c'est euh, comment dire, c'est quand t'as une double personnalité, enfin, un trouble psychiatrique, j'ai plus le nom. Dissociation? Non, 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 c'est pas la dissociation, c'est, tu sais, quand t'es, Ah, les euh, bipolaires? ouais, c'est un peu ça, mais schizophrène, voilà. J'allais. Schizophrène. On sait que le CBD empêche enfin, la schizophrénie et au contraire, le THC promeut la schizophrénie. Donc, dans la plante originelle, tu as un ratio idéal entre THC et CBD. Tu Hmm. commences à créer des hybrides qui sont de plus en plus forts en THC avec de moins en moins de CBD. Tu commences à corrompre finalement la plante. Ensuite, tu arrives sur les guerres d'opium qui ont été utilisées encore une fois comme une arme pour agenouiller le peuple chinois par les Américains, enfin les Américains, les Anglo-Saxons, hein. HSBC, c'est la Hong Kong Shanghai Banking Company. C'est une banque qui servait à financer justement le trafic d'opium, qui a justement été utilisé à des fins pour agenouiller le peuple chinois pour le rendre le plus comment dire, docile possible. Et puis bon, bah après, tu as toutes les autres drogues qui sont arrivées par après, l'héroïne, le crack, et c'est de pire en pire, c'est de pire en pire. Hmm. Et donc, bon, ça, c'est l'histoire des drogues, mais tout ça pour dire que finalement, la pire drogue qui ait jamais existé, bah, moi, j'en vois deux déjà. Je vois le sucre et la télé. Oh putain. Et aujourd'hui, en fait, on est à la V2 de la télé ou la V3 ou la je sais pas combien, avec les TikTok, les Instagram, etc., où tu es capable de scroller, 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 scroller ton feed. Tu n'apprends rien, c'est vide, c'est le nihilisme au possible. Et en fait, tu es là, tu ressors de là, et t'as aucun sentiment de satisfaction, parce qu'en fait, tout ça, ça a poussé que la partie sombre en toi, en fait. Ça ne parle qu'à ton ego, ça ne parle qu'à tes pulsions, en fait. Hmm. Et, et du coup, tu détruis complètement la volonté d'action des gens et tu arrives dans la société dans laquelle on est aujourd'hui. Et donc, oui, oui, je pense que il y a un principe qui est latent et qui pousse comme ça depuis vraiment des temps anciens, mais il y a aussi une volonté qui s'affirme de plus en plus d'essayer d'enfermer les gens dans une espèce de boîte pour ne plus jamais qu'ils en sortent parce que fondamentalement, on sait que le pouvoir est au nombre et que si le peuple se réveille, ça Bah, va pas c'est être. pour ça que les psychédéliques, le LSD, il y avait quoi? Il y avait la kétamine, tout ça. Ça a été Mm, interdit dans les années, je crois que c'est 70-80, quand tous les hippies ont commencé à en prendre. Et en mm, fait, ça a déconditionné les gens. Ils se sont rendus compte que les gens ont commencé à se déconditionner, à vouloir se rebeller un petit peu. Donc, du coup, on a interdit tout ça en mm. disant c'est des drogues, c'est dangereux, vous pouvez être accro, vous pouvez mourir, enfin bref, devenir fou, quoi que ce soit. Et puis à côté de ça, on fait la pub pour le tabac, on autorise l'alcool, le sucre, Mm. TikTok, enfin toutes ces merdes, comme tu dis, qui sont des putains de drogues. Et en fait, on en fait la promo. On fait la pub, Absolument, ouais. on fait la pub pour des putains de drogues. Mais par contre, tout Mm. ce qui est considéré comme psychédélique, bah ça non, parce que ça déconditionne la population et on veut surtout pas, on veut nous rendre dociles au maximum, tu vois. Et vas-y. Ouais, je pense que les drogues ont toujours été un outil d'influence pour les États. Et je pense que même aujourd'hui, l'État ferme les yeux sur certains trafics volontairement. Et puis voilà, c'est pareil, il a le monopole légitime pour décider quelle drogue est bien, qu'est-ce qui est une drogue et qui est pas bien, et qu'est-ce qui est pas une drogue et qui est OK, tu vois. Ouais. Alors que fondamentalement,
dans l'évolution humaine, comme je le disais, nous, on est un animal qui est basé sur notre encéphale, notre cerveau. On a probablement coévolué avec plein de substances qui ont été des formes d'exo-hormones, des hormones qui viennent de l'extérieur et qui ont impacté le développement de notre psyché. Et en fait, aujourd'hui, l'État se réserve complètement le droit de dire ça, c'est pas bien, ça, c'est bien. Ils te disent aux drogues, il faut toujours répondre non. Sauf qu'en fait, ils te proposent des choses qui sont fondamentalement des drogues et même des drogues dures. Parce que franchement, je crois que l'Américain moyen dans les années 2000, début des années 2000, c'était en moyenne 5 heures de télévision qu'il regardait. Mais même le crack ou je sais pas quoi, le mec, il y passe pas 5 heures, tu vois, Ouais. par jour. Il y passe pas 5 heures par jour. C'est une drogue dure, la télé. C'est une drogue dure. Et aujourd'hui, TikTok, je sais pas, j'ai pas les chiffres, mais effectivement, comme tu dis, on sait très très bien que c'est un des trucs qui stimule le plus le circuit de la dopamine, qui te rend misérable au possible, qui te supprime toute envie d'action. Et voilà quoi. Mm. Ouais, j'ai vu sur le documentaire justement qu'il y avait pas mal de jeunes, bah, du coup, qui perdaient, qui avaient une fausse image d'eux-mêmes, très mauvaise estime de soi, comparaison tout le temps aux autres, dépression, même suicide, jusqu'à faire comment on appelle ça quand on se fait du mal, Scarifié. voilà, c'est de la scarification, des choses comme ça. Mm, Et en plus de ça, bah, ouais, le temps d'attention maintenant des jeunes, c'est quoi? C'est 8-9 secondes, quoi. mm, Moi, ça m'effraie beaucoup pour les jeunes. Et je pense ça va pas s'arranger malheureusement. mm. Mais c'est clair que on fait tout en tout cas pour nous faire utiliser les bonnes drogues qui vont dans leur sens. Absolument, ouais. Non, mais ça c'est sûr. Mais je pense que après, comme je te disais, en fait, il y a toujours des gens qui se rendent compte qu'ils partent dans un extrême, et donc du coup, la réaction, c'est de virer de bord. Ouais. En général, tu n'arrives pas à te caler pile sur l'équilibre, donc tu vires de bord et tu pars de l'autre côté. Hmm. Et je pense que plus on va pousser aussi de tel côté, plus en fait, on va engendrer une réaction forte qui va aller dans l'opposé. Et donc c'est un peu ce qu'on voit aujourd'hui, c'est que les gens en fait sont tellement dégoûtés du système vraiment comme ça matérialiste qui est en place, qu'en fait ils partent dans l'extrême opposé et ils veulent vraiment surtout ne plus avoir à entendre parler d'une télé, d'un téléphone, de tout ça. Ils veulent se déconnecter complètement. Et voilà, on peut pas leur en vouloir. C'est une réaction, je pense, qui est normale. Mais bon, tout ça pour dire que je pense que voilà, c'est le yin et le yang, que en fait, fondamentalement, les choses vont se rééquilibrer. Ouais. Et, euh, et voilà. Et je voulais rebondir un petit peu sur les champignons hallucinogènes Mhm. et les psychédéliques en général. Parce qu'en fait, si on regarde les peuples premiers, tu vois, tous les chamans des Indiens, même les Japonais, ils ont tous fait plus ou moins, sous une forme quelconque, utiliser des psychédéliques pour pouvoir se connecter au divin, se Mhm. connecter aux esprits, etc. Et en fait, c'est quelque chose qui était très noble, qui faisait partie des cultures chamaniques, etc., qui permettait justement d'être bien connecté avec la nature, de la respecter, de ressentir ses cycles. Tu vois, les peuples chamans qui sont vachement connectés, qui arrivent à rentrer en transe, ils sont capables de ressentir la vibration de la terre, des plantes, ils savent un petit peu prédire le temps qui va arriver. Un petit peu comme dans Avatar, tu sais, avec les Na'vi qui sont ultra connectés avec leur nature, on retrouve ça. Et il y avait cette théorie, d'ailleurs, tu en as parlé brièvement. J'avais vu ça dans un documentaire sur les psychédéliques où, en fait, donc du coup, en fait, tu en parlais que la psilocybine poussait dans tout ce qui est bouse, etc. Mhm. Et donc, les archéologues ou ceux qui ont fait les recherches sont quasi persuadés que, en fait, l'être humain, l'Australopithèque, l'Homo sapiens, a consommé des champignons hallucinogènes. Et l'hypothèse, ce serait que ces champignons aient favorisé et accéléré drastiquement notre cerveau. Donc qu'on soit passé en fait de reptilien, on n'a pas la parole, on est juste à l'état animal, à on développe un cortex préfrontal, on développe une capacité, un langage, une intelligence, une communication. Toi, t'en penses quoi de cette théorie? Alors, je vais te donner les pros et les contre. Hmm. Donc, effectivement, c'est la Stone Ape Hypothesis, donc l'hypothèse du singe défoncé, qui a été, enfin, du primate défoncé, si on veut, qui a été formulée par Terence McKenna.
Et en fait, cette théorie, effectivement, dit que les chasseurs, enfin, en tout cas, les premiers hominidés, en fait, la théorie cherche à expliquer, le fondement, c'est ça, c'est qu'elle cherche à expliquer pourquoi est-ce qu'en un laps de temps aussi court que 2 à 3 millions d'années, notre cerveau a triplé de volume. Et c'est quelque chose qui est extrêmement dur à expliquer. Premièrement, parce qu'en fait, toutes les explications qu'on va pouvoir donner, on les formule à partir de ce même cerveau. Donc il y a déjà un biais, il y a déjà un biais là-dessus. Et puis secondement, en fait, c'est un organe qui est très compliqué, le cerveau. Donc c'est vraiment pas en 2-3 millions d'années qu'on est censé pouvoir produire un tel miracle. Et on n'a pas fondamentalement de substance qui viendrait stimuler la croissance de notre cerveau plus que d'autres hominidés, plus que d'autres primates. Hmm. Et donc, en fait, ça pose la question de savoir est-ce qu'il n'y aurait pas une exo-hormone, une substance qui viendrait, qui serait culturelle ou qui se serait ancrée culturellement dans nos pratiques, qui viendrait stimuler la croissance du cerveau. Et donc, cette hypothèse-là, elle vient essayer de combler ce manque. Et donc, elle dit qu'effectivement, en fait, quand on est sorti de la jungle, qu'on est arrivé dans les savanes, on a commencé à avoir un mode de vie qui était extrêmement dangereux parce que bah, en fait, on a dû commencer à adopter des comportements bipèdes, on a dû commencer à se regrouper et à même créer du lien social très, très fort. Et puis, en fait, on a commencé aussi à s'alimenter moins de fruits et plus de viande, de chasser. Et quand tu chasses, en fait, ce que tu regardes, c'est les empreintes de pas et les excréments. Et en fait, dans cette Afrique pré-saharienne, il y avait encore donc du coup beaucoup de gros gibier et dans les crottes d'éléphants, de rhinocéros, d'hippopotames pousse ce fameux Psilocybe cubensis. Et en fait, la théorie, c'est que, comme je te disais, en fait, on est des hommes, on est des créatures assez frêles et assez fragiles finalement, les hommes. Et donc, en fait, on n'avait pas toujours, on n'avait pas toujours au début la capacité de ramener un mammouth, ou même sans parler de mammouth, un lapin ou un petit gibier pour nourrir la tribu. Et donc, une des premières choses qu'on aurait fait, c'est de se tourner vers des sources alternatives, d'où notre nature aussi omnivore, hein. On a appris à bouffer un peu de tout parce qu'en fait, on n'était pas sûr Hmm. de pouvoir s'offrir un lapin ou un fruit. Et, et donc, on a commencé à manger ce champignon qui peut être vraiment très gros en milieu naturel. Et donc, en fait, la psilocybine, c'est une molécule qui est proche de la sérotonine, qui va venir en fait faire un shoot de sérotonine dans notre organisme. Et ça favorise en fait la neurogénèse, donc qui est la formation de nouvelles connexions, nouvelles chemins neuronaux, et puis favorise aussi la réplication des neurones. Et donc, on voit bien qu'il y a une forme d'hormone de stimulation de la croissance du cerveau par ce biais. Et puis par ailleurs, en fait, la neurogénèse, ça a été prouvé comme étant quelque chose qui permettait de lutter contre le post-traumatique syndrome, Hmm. donc le syndrome post-traumatique. Donc après que vous ayez eu une expérience traumatique, ben, en fait, vous récupérez mieux, récupérez mieux un comportement adapté qui fait fi en fait de ce traumatisme qui est une chance parmi tant d'autres que ça arrive, quoi. Et du coup, en fait, cette psilocybine-là, en fait, a un impact sur le leadership et sur aussi la connexion aux autres, parce qu'en fait, cette neurogénèse-là favorise aussi l'empathie, la capacité de se mettre à la place des autres, et en même temps favorise la capacité comment on dit, de soigner son propre traumatisme. Et quand tu es dans une situation de vie ou de mort, le leader auquel tu as envie de donner, de confier ta vie, c'est le gars qui est suffisamment empathique pour comprendre où est-ce que tu es, et c'est le gars qui est capable d'aller au-devant de ses peurs pour pouvoir aller chercher ce gibier, pour pouvoir aller chercher ce truc qui te manque. Ça, c'est le chemin de la dopamine également, tu vois. Enfin, originellement en tout cas. Et donc voilà, la théorie, c'est ça, c'est que du coup, ce serait une substance qui aurait été tellement intéressante, parce qu'en plus, à faible dose, la psilocybine améliore l'acuité visuelle, améliore l'audition, et donc pour chasser, bah, c'est quelque chose qui est quand même assez intéressant. Et donc, voilà, la théorie, c'est que ça serait un comportement qui se serait ancré culturellement, qui aurait perduré à travers les âges, et qui, sur des millions d'années, en fait, aurait permis l'émergence d'un cerveau aussi gros tel qu'on le connaît aujourd'hui.
Et effectivement, c'est drôle parce que les pros qu'on a là-dessus, donc c'est qu'on découvre effectivement ce côté neurogénèse, etc., qui sont aujourd'hui appuyés par la science, mais aussi le fait que on sait que la régulation d'un système de sérotonine, c'est quelque chose qui nous différencie fondamentalement du chimpanzé, par exemple, et notre système sérotoninergique, nos neurones sérotoninergiques, en fait, on est 15 fois plus sensible à la sérotonine que le chimpanzé. Donc, il y a quelque chose autour de ces récepteurs Hmm. à la sérotonine qui nous font penser qu'effectivement, il y a eu un impact. Après, maintenant, les contres, c'est que, bon, bah, si tu manges un gros champignon et que tu n'as pas de chance, il y a trop de psilocybine dedans, que tu es en train de faire ton trip et qu'il y a un gros mammifère qui arrive, ça va pas bien se passer pour toi. Donc ça, c'est quand même un contre qui est non négligeable, on va dire. Et une autre hypothèse, en fait, qui pourrait expliquer, et je pense qu'il y a encore une fois, la vérité se situe probablement dans un mélange entre les deux, c'est l'accès au sexe, parce que, en fait, les chimpanzés, par exemple, les femelles sont non sélectives sur leur partenaire, en fait. C'est le mâle alpha qui va chasser les bêtas, les mâles bêtas qui sont moins au top de la hiérarchie. Mais en fait, si la femelle se retrouve avec un mâle bêta, il n'y a pas de souci, en fait, elle va copuler avec. Alors que chez l'homme, il y a quand même une sélection active des femelles pour le partenaire. Et donc, en fait, ça aurait poussé l'homme à chercher à gravir cette hiérarchie. Puis ça aurait poussé aussi la société à se structurer de sorte qu'il y ait plusieurs hiérarchies. Parce que si la seule hiérarchie qu'il y a, c'est celle de la chasse et tu vois, de la défense du foyer, on va dire, forcément que ça va être compliqué. Aujourd'hui, on a une société où il y a plein de hiérarchies, il y a les artistes, il y a les entrepreneurs, il y a machin, etc. Et puis bon, voilà, on voit que les femmes aussi sont, en fonction de leur microcosme, attirées par, en général, le dominant de leur hiérarchie, si on peut dire. Donc ça, c'est un point de vue. Je parle pas du tout politique, là, je parle très Hmm. scientifique, très factuel. Et en tout cas, voilà, c'est un petit peu le genre de théorie qu'il y a autour de l'accroissement de notre capacité cérébrale. Mais rien n'est sûr et rien ne peut être acté 100%. Ça reste de la théorie, hein. Il y a Ouais. une autre théorie dont j'ai entendu parler il n'y a pas si longtemps que ça. Ça concernait aussi notre technologie en fait qui a fait vraiment effet boule de neige. Quand on regarde un petit peu, tu sais, quand on se pose souvent la question, bah, comment les Mayas ils ont pu construire ça? Comment on a réussi à élever des statues aux îles de Pâques? Mm. Comment on a su créer en fait ces pyramides en Égypte qui étaient d'une perfection. Quand ils voient ça, ils se disent, mais en fait, nous aujourd'hui, il nous faut cette technologie-là pour espérer arriver à ce niveau de perfection. Et Ouais. l'hypothèse en fait qu'ils ont eue, c'est que en fait, l'être humain, en fait, il a fait un espèce de saut, c'est-à-dire qu'il est passé quasiment de l'état primitif à je développe une surintelligence. Et leur hypothèse, ce serait une intervention qu'on pourrait qualifier d'extraterrestre. Donc des individus peut-être, je sais pas, on pourrait prendre aussi la métaphore de la matrice dans laquelle on est, tu vois, et que ceux qui sont à l'extérieur, qui sont en train de regarder ou quoi, ils sont intervenus pour, je sais pas, pour donner un petit coup de pouce. Donc il y a Mm. aussi je sais pas si tu en as entendu parler de cette théorie. Ouais, ouais, bien Elle est sûr. un peu plus perchée, mais en tout cas, encore une fois, ça reste une théorie. Il s'est passé des choses en Égypte dont aujourd'hui on est encore bluffé, on n'a pas les réponses. Donc il y a quand même des questions à se poser derrière ça, tu vois. Ouais, ouais, moi je suis assez ouvert sur ces trucs-là. Je pense que personne peut avoir la vérité absolue de ce Mm. qui s'est passé il y a 10 000, 12 000, 15 000 ans. Et je pense qu'encore une fois, il y a des cycles. Il y a des cycles même de planètes. Et on n'a pas encore de technologie pour voyager dans l'espace de manière très efficace. Donc c'est peut-être des trucs qu'on découvrira, peut-être qu'on les découvrira jamais parce qu'on n'aura pas le temps. Mais il est possible qu'il y ait des cycles planétaires, qu'il y ait des moments où ce soit opportun pour des visites extraterrestres, et des moments où ça ne le soit pas. Et comme les cycles planétaires, enfin les orbites planétaires sont pas tous de 360 jours, des fois c'est des millions d'années, des fois c'est voilà. Mm. Bah écoute, on peut pas savoir vraiment. Et moi en tout cas, j'essaie d'avoir un point de vue qui soit le plus impartial possible sur les choses et j'essaie de me soustraire un peu des dogmes. Ouais. Et c'est vrai que de ce que j'ai pu voir un petit peu, tu parles un petit peu de ces blocs de granit qui sont polis presque comme du verre, avec une surface, enfin,
un grain qui est absolument incroyable qu'on ne sait absolument pas reproduire aujourd'hui. Il y a eu aussi, tu sais, les villages enterrés du côté de la Turquie. Voilà, je sais pas, j'ai pas d'explication. Je sais pas si effectivement les psychédéliques peuvent avoir un impact là-dedans, peuvent jouer un impact là-dedans. Je sais pas s'il y a eu un vrai voyage physique d'une civilisation extraterrestre ou quoi que ce soit. Mais c'est pas quelque chose que je balaye d'un revers de main en tout cas. Ouais, Mm. ouais. J'aimerais qu'on rebondisse un petit peu sur les psychédéliques parce que j'en ai fait l'expérience il n'y a pas très longtemps en termes de microdosing. Donc Mhm. j'avais commencé un protocole de microdosing et les effets, franchement, sont pas mal incroyables en termes, comme tu dis, de clarté mentale, une meilleure disponibilité des sens, une meilleure connaissance de ces. En fait, ce que j'ai vachement perçu durant mon protocole, c'était la. Je percevais en fait tous mes conditionnements mentaux, mais absolument tous mes conditionnements, et ceux de Mm. l'extérieur et ceux de la société. Et ça Mm. m'a permis vraiment de me rendre compte dans tous les dogmes, toutes les croyances dans lesquelles je suis, mes mécanismes de pensée, etc. Donc c'est quelque chose de très puissant, tu vois. Même en termes de créativité, de clarté mentale, d'enthousiasme aussi, parce que bah, ça joue sur comme tu disais, sur la sérotonine. Et puis Mm. j'ai expérimenté aussi un trip un trip quoi, un vrai trip. Mm. Mm. Et c'était incroyable parce qu'encore une fois, en fait, si tu veux, je percevais toute la nature, mon environnement sous forme de structure géométrique parfaite, sous forme de Fibonacci, sous forme d'étoiles Merkaba, enfin plein de formes de géométrie sacrée. Et en fait, je me suis rendu compte de ce point de vue-là. Donc, je ne suis pas en train de dire que c'est la vérité ou quoi, c'était ce que j'ai expérimenté de manière subjective, qu'en fait, toute la nature, toute la structure matérielle était parfaitement organisée et uniquement structurée. En fait, tout tenait grâce à la géométrie. Mm. 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 Et j'ai perçu en fait, et c'est là où j'ai compris tu vois, quand tu regardes dans la nature, tu vois des suites de Fibonacci de partout, tu vois que tout se ressemble, les racines, tu vois que le cœur, ça ressemble à la coupe d'une tomate, tu vois que, enfin, tout se ressemble à la perfection, tu retrouves les mêmes structures partout, et enfin, pour moi, c'était la rencontre du divin, tu vois. C'était ça pour moi j'ai vu que c'était ça Dieu qu'il était partout, que c'était une, une pure perfection. Mm. Et donc c'était vraiment incroyable cette expérience. Alors petit disclaimer, je suis pas en train de prôner hein, ce genre de substance parce que c'est bien évidemment illégal. Donc voilà, je sais pas toi si tu as déjà fait l'expérience de psychédélique aussi. Et du coup, ouais, de tout ce qu'on a parlé depuis tout à l'heure, de ton point de vue biologiste, du point de vue même de la philosophie du Japon que tu as appris, tout ça, quel est un petit peu ton point de vue sur le divin en fait? On va dire divin, mais ça peut être la vie, le cosmos, vous l'appelez comme vous voulez, n'importe quel mot Mm. derrière ça. Ouais, je pense que, tu sais, en grec, tu as, la doxa, l'opinion, et tu as l'aletheia, la vérité. Et la vérité, l'aletheia, ça veut dire en fait retirer le voile. Et en fait, je pense que le voile, c'est ce qui te rend en fait, qui te rend pas impartial face aux choses. Et en fait, en permanence, notre cerveau, il n'est pas impartial face aux choses parce que on a cette nécessité de la survie et que du coup, il peut fondamentalement pas donner la même importance à toutes les informations parce qu'il va y avoir des informations qui vont être plus capitales que d'autres pour la survie. Et en fait, ce que fait la psilocybine, c'est qu'elle inhibe un système, des systèmes neuronaux qu'on appelle le default mode network, le mode d'action par défaut du cerveau. Donc c'est un petit peu les sillons neuronaux, c'est un petit peu les chemins neuronaux qu'on utilise en permanence, puis qui à l'image d'une rivière qui circule en permanence dans son lit, va le creuser, le creuser, le creuser, et en fait rendre comment dire, le liquide, ou en tout cas la circulation de l'énergie, beaucoup plus facile à effectuer dans ces couloirs-là que dans les autres d'à côté. Hmm. Donc, comme tu disais, en fait, il y a un conditionnement neuronal qui est là en permanence, et le fait de consommer de la psilocybine, ça nous permet de désactiver ce mode d'action par défaut et de pouvoir avoir un regard critique sur le pourquoi et comment est-ce qu'on fait nos actions du quotidien, qu'est-ce qu'on perçoit des choses en fait. Donc ça, pour moi, c'est quelque chose de fondamental dans l'action de la psilocybine. Et, euh, et puis bah, après, oui, moi, je pense que toutes les philosophies en fait
bouddhiste, zen, hindouiste, taoïste, etc. Et puis même finalement dans l'islam et dans la chrétienté, Hmm. en fait, on prône la prière. Alors on appelle ça la prière, mais en fait finalement c'est un moment pour se reconnecter à soi. C'est un moment d'unité. Et je pense que fondamentalement, l'unité, c'est le principe directeur, c'est un petit peu la musique sous-jacente qui orchestre les choses de la vie. Et donc, effectivement, ça se matérialise un petit peu par une forme de géométrie, mais je sais plus qui est-ce qui disait que les mathématiques, c'était de la géométrie, c'était de la musique silencieuse. Et en fait, bah, toutes les mathématiques, en réalité, c'est pas qu'on enseigne à l'école, mais elles ont un vrai, elles ont une modélisation physique des choses, en fait. Et donc, Fibonacci, etc., ça en est une bonne expérience. Mais même Pythagore, même Pythagore, etc., tous ces théorèmes-là, en fait, ont des applications extrêmement concrètes. Et donc, voilà, je pense qu'effectivement, cette psilocybine, en fait, nous ouvre tout du moins à une nouvelle réalité. Je suis pas certain que ce soit la réalité entre guillemets parfaite. Je Hmm. pense que les sens humains sont malgré tout limités et qu'en fait, on a juste ouvert le spectre, ouvert la lentille de la caméra un peu plus large pour avoir une vision un peu plus globale. Donc, moi, je pense que j'ai une vision qui est assez spinozienne et je pense qu'en fait, on ne voit que des attributs du divin, mais qu'avec notre esprit fini, on est incapable de voir les attributs d'un esprit infini. Hmm. Et donc, je pense qu'en fait, on voit en permanence partiellement des, des choses en fait qui nous relatent l'existence de Dieu, mais qui ne sont pas Dieu, quoi. C'est, tu sais, cette histoire des aveugles qui on présente un éléphant, Oui. et puis on leur dit alors qu'est-ce que c'est? Puis il y en a un qui touche la queue, alors il dit bah c'est pas, c'est poilu, c'est machin, c'est truc. L'autre il touche une défense, il dit bah non c'est lisse, c'est comme ci, c'est comme ça. L'autre il touche la peau, alors il dit non c'est rugueux, c'est. Et en fait on peut tous croire qu'on part d'une chose différente, mais en fait finalement c'est si on se concentre sur l'unité qu'on se rend compte que en fait tout ça émane d'un même principe. Et effectivement comme tu le dis après qu'on l'appelle Dieu, qu'on l'appelle le cosmos, l'univers, peu importe. Mais je pense que ce qui est fondamental aujourd'hui, c'est de comprendre qu'il y a cette émanation comme ça qui engendre notre réalité et qui nous donne en fait cette humilité d'agir dans un sens. Et en fait, tu vois, c'est là où enfin, je pense il y a des perspectives qu'on peut avoir sur toute chose. Il y a une perspective sacrée, une perspective qu'on va dire profane, qui va du coup, tu vois, comme je le disais, corrompre un petit peu les choses. Et le nombre de choses qui en fait auraient pu être quelque chose de complètement sacré dans notre société et qui sont devenues quelque chose de profane finalement. Tu vois, même la télé c'est un outil, il y a pas de, elle n'est pas ni bonne ni mauvaise, ça dépend Hmm, ce bien qu'on y sûr. met derrière. Et bah voilà, je pense que c'est ça pour moi la leçon des psychédéliques, la leçon des champignons. Et pour continuer sur ton disclaimer, je pense que même la psilocybine, ça peut être quelque chose qu'on peut, comment dire, corrompre et rendre quelque chose de profane. Je pense que dans les hippies qui en ont fait usage dans les années 60, etc., je pense que moi, je suis absolument contre l'usage de ces substances sous forme de rave party, Ouais. et même, tu vois, juste pour avoir le fou rire, etc. Pour moi, c'est quelque chose qui doit rester vraiment sacré, introspectif, et c'est une épreuve tout autant qu'une récompense, en fait, de pouvoir accéder à ce ressentiment dont tu as évoqué l'existence, quoi. Hmm. Hmm. Magnifique. Et oui, pour le coup, quand je m'étais fait mon trip, je l'avais fait, j'avais carrément ouvert un espace sacré. J'avais ouvert les quatre sud, est, ouest, enfin les quatre, Mm. les quatre points cardinaux, pardon, Ouais. à la manière chamanique. Mm. J'avais mis bah, les cinq éléments aussi, les quatre éléments. J'avais récité une prière, j'avais posé une intention, j'avais mis de la musique, un encens, etc. Tu vois, donc c'était vraiment tout fait pour être vraiment introspectif. J'avais pris Mm. un carnet sur moi que j'avais pris, que je notais en fait mes pensées, mes concepts pendant le trip. Mais après, encore une fois, oui, on peut tout corrompre. Et même ce genre de choses qui est de base, je pense, sacré, peut être profane, comme tu dis. Donc, Mm. encore une fois, ça ne dépend que de nous de savoir l'utiliser à bon escient.
J'aimerais qu'on parle un petit peu maintenant de ta petite spécialité, parce que je te vois pas mal en parler sur les réseaux. C'est les champignons médicinaux. Ouais, Et je te vois faire des cultures, enfin en récolter. Je trouve ça magnifique, c'est vachement passionnant. Et je m'y intéresse aussi depuis peu. D'ailleurs, la semaine prochaine, je vais enregistrer un podcast avec Sam, que tu dois peut-être connaître, qui fait le Café des Guerriers. absolument, ouais, j'ai Le, discuté avec lui. le café avec le champignon médicinaux que je suis en train. D'ailleurs, il m'a envoyé un paquet, donc je suis en train de l'expérimenter. Mhm. Je prends aussi du reishi en poudre le matin, que je peux mélanger par exemple avec du cacao cru. Donc, est-ce que tu peux nous en parler un petit peu plus de cette médecine? Ouais, bah, les champignons médicinaux, je pense que c'est quelque chose qui s'est perdu dans la culture occidentale, parce qu'on a eu tout simplement cette chasse aux sorcières. Et je pense qu'en fait, les druides, les guérisseurs, enfin, les guérisseurs qui étaient issus de cette tradition druidique, qui vient vraiment de la pré-chrétienté, en fait, hein, et ben, en fait, ils ont été accusés de sciences occultes, etc. Ils ont été mis au bûcher. Donc, il y a eu rupture avec ce savoir-là. C'est quelque chose qui a été, par exemple, conservé, par exemple, voilà, dans la médecine ayurvédique, dans la médecine chinoise, etc. Et aujourd'hui, c'est vrai qu'il y a enfin, en tout cas, il y avait cette mycophobie, cette peur des champignons en Europe, parce que la récolte des champignons, il y a ce côté un petit peu attention, tu vas mourir si tu manges le Ouais. mauvais champignon. C'est pas faux, hein, c'est pas faux. Mais en fait, on tient les gens encore une fois par la peur. Il y a aussi le côté très secret, on pratique ça de manière secrète. Papy te lègue son coin aux chanterelles, etc. Tu vois, c'est un truc de dingue. Et en fait, le mycélium, c'est tout sauf ça. En fait, le mycélium, c'est le partage, c'est la distribution, etc. Et en fait, les champignons, plus tu les côtoies, plus tu récupères leurs spores, plus tu les dissémines. Et puis en plus, plus tu les côtoies, plus tu as envie de préserver leur environnement. Et leur environnement, c'est la forêt. Donc en fait, plus tu as envie de replanter des forêts, plus tu as envie de séquestrer du carbone, de faire revenir de la biodiversité, de produire une alimentation saine, etc., etc. Donc en fait, pour moi, le monde des champignons, c'est un monde qui est à découvrir de toute urgence. Et, euh, et donc c'est pour ça que j'en profite, tu m'excuseras Dylan, mais je fais un petit peu ma promo, mais Vas-y, vas-y. on a sorti une masterclass avec la plateforme Sator sur les champignons. Donc, c'est une masterclass de 9h30 pour parler un petit peu de cette philosophie du mycélium et aborder tous ces sujets-là. C'est pas une masterclass de mycologie appliquée où on va apprendre à reconnaître les chanterelles, les bolets, Hmm. les rosées des prés, etc. Mais je pense que ça a une valeur énorme comme savoir. Donc voilà, les champignons médicinaux, c'est quelque chose qu'on a perdu et en fait qui aurait cette capacité de nous reconnecter avec humilité au grand tout de la nature. Et voilà, donc en fait, il y a plein de champignons médicinaux qui existent en France, qu'on peut récolter. Donc j'en présente certains sur ma chaîne Instagram. Je compte sortir aussi un YouTube, Ah, on comme l'attend toi avec et tout, impatience. parce que ces conversations-là un peu profondes, je peux pas les faire sur Instagram. Il y a une Ouais. minute 30, c'est pas possible, tu vois. Et, euh, et donc ouais, non, non, bah, il y a des champignons médicinaux qui sont en permanence autour de nous. Ils sont pas si compliqués que ça à connaître. En général, les gens les connaissent pas, donc en plus, ils sont délaissés, ils sont faciles à Ouais. trouver. Il n'y a pas de rush là-dessus. Et voilà, après, c'est des utilisations qui sont un peu comme les plantes médicinales. Ça peut être des teintures mères, ça peut être des macérats huileux, ça peut être des décoctions, ça peut être tout un tas de choses qui peuvent être faites à partir de ça. Et voilà, c'est une source de compléments alimentaires, médecine, produits de bien-être, nutraceutiques, tout ce qu'on veut, qui est gratuite et disponible à tous ceux qui sont capables de tendre l'oreille et de regarder attentivement ce qui se passe dans la nature. Génial. Et ton cours Sator, est-ce qu'il permet à des personnes qui aimeraient avoir des notions sur les champignons médicinaux, est-ce que le cours, en fait, est-ce que tu peux en détailler un petit peu les modules? Qu'est-ce qu'on apprend? Est-ce qu'on apprend à faire des teintures mères, à les récolter, à les cultiver? Non, alors, c'est une option qu'on a pour la suite, si celui-ci marche bien, de faire un cours peut-être sur la culture de champignons. Après, bon, la culture de champignons est entre guillemets limitée parce que dans l'écologie du champignon, il y a les champignons saprotrophes qui vont dégrader de la matière organique morte, et il y a les champignons mycorhiziens qui, eux, vont faire un partenariat symbiotique avec les végétaux.
Donc les mycorhiziens, en fait, hormis la truffe et quelques autres champignons dans lesquels on commence à maîtriser la culture, c'est très très compliqué. Donc aujourd'hui, on cultive uniquement des saprotrophes sur de la matière morte. Euh, et, euh, et donc voilà, la culture de champignons, ça sera limité de toute façon à ça. Donc non, dans le cours, je parle de grands champignons médicinaux. Donc je parle du Cordyceps militaris, je parle de l'auricularia, je parle du lion's mane, je parle du turkey tail, je parle voilà de champignons médicinaux comme ça. Je parle de l'écolo. En fait, je fais une introduction sur la philosophie du mycélium pour essayer d'avoir ce fil conducteur, cette base philosophique sur les choses. Ensuite, je détaille l'écologie, la physiologie, etc. des champignons. Ensuite, on parle d'histoire naturelle, de comment est-ce que le champignon a impacté la Terre telle qu'on la connaît, parce qu'en fait, c'est absolument, on se rend pas compte à quel point on dépend des champignons, et vraiment, vraiment, vraiment. Ouais. Et, Énorme. euh, et ensuite, on parle des psychédéliques, donc des parties culturelles, etc., de tout ça. Et on finit sur un petit peu justement cette partie présentation des champignons médicinaux, la capacité, enfin, un petit peu comment est-ce qu'on devrait, comment est-ce qu'on peut en tirer parti. Et puis la conclusion se passe sur les champignons pathogènes. Et c'est drôle parce que je connaissais pas du tout Last of Us à ce moment-là, là. Ah, Et j'ai vu donc la série sortir et je fais mais what? Et, euh, et voilà, donc on part un petit peu des menaces que peuvent représenter les champignons si comment dire, si on n'interagit pas avec eux de manière saine. ouais. Et donc bon, Last of Us, c'est quand même hors propos. C'est pas quelque chose que je considère être plausible. Par contre, il y a des choses beaucoup plus plausibles qui pourraient être tout aussi catastrophiques. Et, euh, donc voilà. Pour finir un peu sur cette touche d'humilité finalement. Voilà un petit peu le contenu du cours. Et effectivement, si d'aventure ça marchait bien, etc., on a pour idée de faire un cours dédié à la culture de champignons. Mais honnêtement, la mycologie de terrain, je le laisserai à d'autres Ouais. parce que je suis pas assez expert. Moi, je connais quelques espèces que je connais très bien et je suis sûr de pouvoir les récolter sans danger. Mais, euh, mais après, il y a des petits dimorphismes, etc., sur lesquels je me penche. Et franchement, peut-être d'ici 10 ans, j'arriverai à être suffisamment expert. Mais pour l'instant, je le laisse à d'autres et c'est très bien comme ça. Hmm. Comme tu disais tout à l'heure, les champignons, si on les utilise mal, ça pourrait donner quoi? Parce que je crois qu'il y avait un champignon qui s'appelle le blob. Ouais. Alors lui, je sais plus c'est quoi exactement, c'est il se reproduit enfin, il est capable de proliférer sans s'arrêter, d'être immortel, quelque chose comme ça. Le blob, c'est pas un champignon à proprement parler, c'est un myxomycète. Donc en fait ce qui diffère avec le champignon chez les myxomycètes, c'est que les myxomycètes, leur base, leur structure, en fait, leur filament qui structure leur corps, c'est de la cellulose. Donc cellulose, ça fait plus végétal, alors que les champignons réels du règne des fungi, c'est une base de chitine. Donc, la chitine, c'est cette couche dure qu'il y a sur vos ongles, sur la carapace des crustacés, la cuticule des crustacés, etc. Donc ça, c'est voilà, une interaction, enfin, quelque chose qui différencie les deux. Mais ce qui les rassemble, effectivement, c'est ce fonctionnement un petit peu de mycélium et le fait que le blob, en fait, agisse en surface, là où les champignons sont en souterrain. Ça fait que le blob est un modèle d'étude beaucoup plus facile pour justement voir un petit peu comment le mycélium, etc., se dissipe. Et effectivement, bah, comme tous ces êtres-là, enfin, la caractéristique commune, c'est qu'en fait, un petit fragment peut permettre de recréer un organisme complet. Et donc, le plus grand champignon du monde, c'est l'armilière. C'est un armilière, Armillaria ostoyae. C'est l'armilière, je sais plus son nom commun. C'est un champignon qu'on appelle le shoelace mushroom ou quelque chose comme ça. Donc, c'est en gros le champignon lacet de chaussure parce qu'en fait, ça fait un mycélium qui peut être vraiment rhizomorphe, très épais, et qui peut remplacer, donc en Inde, il remplace les lacets de chaussures avec ce mycélium-là. Et, euh, et en fait, donc le mycélium, si tu le dissipes, si tu le fragmentes, ben en fait, il crée des clones. Et puis ensuite, les clones, dès qu'ils se rencontrent, ils fusionnent, ils s'anastomosent.
et ensuite ça réamplifie le réseau. Et donc le plus grand armillère, il est dans l'Oregon, et il fait, je sais plus, c'est hallucinant, il fait 930 et quelques hectares. Waouh. Donc c'est gigantesque, c'est l'équivalent, je sais plus, j'avais fait le calcul, mais c'est plusieurs milliers de terrains de foot, enfin c'est monstrueux quoi. Et donc ça, il y a de l'information qui communique dans tout ce réseau en permanence. Et il faut pas croire du tout que le mycélium n'est pas intelligent, hein. Intelligent, c'est interligéré, interlégaux, reliés entre eux. Et le champignon, le mycélium, c'est quelque chose qui est extrêmement sensible, à tel point qu'il y a des études qui montrent que le mycélium, en fait, est sensible à la musique. Et notamment, en fait, les aspergillus, c'est une petite moisissure noire que tu retrouves des fois sur tes légumes. En fait, il y a des études qui montrent que le ronronnement, le bruit sourd du moteur de ton frigo accélère la vitesse de multiplication des aspergillus, donc la Hmm. pourrissure finalement de tes aliments dans ton frigo. Et le Dingue. mycélium, pareil, réagit en fait au, aux pulsations de musique, et ce qui en fait nous dit que finalement les populations premières qui avaient des rites païens entre guillemets comme ça autour du champignon, en fait finalement ils participaient à faire en sorte que le mycélium s'étende, que le mycélium soit toujours plus productif, toujours plus nourricier, et ils participaient réellement à l'abondance de leur écosystème par ces rites, ces musiques, ces chants et cette je sais pas, joie qu'ils avaient envers la nature, quoi. Ça, c'est Donc, incroyable. C'est ouais, incroyable. Ouais, tu vois, tout ce lien qu'on a perdu, c'est triste. Et j'avais appris ouais, qu'il y a pas longtemps que le mycélium, c'est vraiment, c'est peut-être même enfin, c'est peut-être même ce qui a créé l'évolution sur Terre un petit peu, ce qui a contribué fortement. Et mm, j'avais appris en fin de compte que le champignon que nous on voit qui sort, c'est mm. uniquement l'organe sexuel. C'est pas vraiment le champignon. Et Ouais, ça a tout à été fait. incroyable, ouais, une belle découverte. Je savais pas du tout. Ouais, tout à fait. Donc, c'est un sporophore. Donc, c'est sporophore, ça veut dire enfin, en gros, c'est qui crée des spores, quoi. Donc, c'est effectivement l'équivalent de la fleur qui va disséminer du pollen chez la plante. Et du coup, la vraie forme la plus pérenne du champignon, c'est le mycélium, qui est là en permanence sous nos pieds, qui connecte tout, qui connecte les plantes entre elles, et qui en fait leur apporte les nutriments, qui leur apporte l'eau, qui leur apporte aussi des molécules immunitaires, qui va stimuler leur système immunitaire. Donc en fait, tous les écosystèmes sont absolument dépendants de la santé du mycélium qui les connecte. Et donc c'est l'agriculture moderne, en fait, par le labour, casse en permanence ces réseaux mycorhiziens. Ouais. Et en fait, on a une agriculture qui est très bactérienne, qui va permettre en fait comment dire, l'humus va être transformé, minéralisé pour créer des nutriments rapidement, ce qui va promouvoir la pousse des plantes annuelles. Mais en fait, le système, on l'épuise parce qu'on le réinitialise en permanence. Hmm. Donc, on a des plantes qui sont de moins en moins riches en nutriments, elles sont plus connectées au mycélium, elles sont virtuellement, en fait, elles sont dans la nature, mais elles sont complètement hors sol. On crée vraiment un désastre en tout lieu. Mm. Ouais. Est-ce que tu aurais d'autres choses à nous dire sur les champignons médicinaux? Est-ce que tu en consommes? Comment aussi bien le choisir? Parce que sur Internet, il y a de tout et n'importe quoi en termes de qualité. Donc, Ouais, des fois, ça peut être un petit peu compliqué. Par exemple, là, j'aimerais bien prochainement expérimenter le Lion's Mane, qui ouais. a l'air très intéressant pour les fonctions cognitives. Mm. Comment est-ce qu'on peut se procurer des champignons de bonne qualité? Alors, moi, mon top des champignons médicinaux, ça va être le Cordyceps militaris. Donc, C'est quoi les effets pour celui-là? alors, Cordyceps militaris, il a une molécule qui s'appelle la cordicipine, qui est très très proche de l'adénosine. Et donc, dans notre organisme, l'énergie est produite par l'ATP, adénosine triphosphate. Donc, le fait d'avoir une molécule proche de l'adénosine, en fait, ça va permettre une production accélérée d'ATP. Donc, ça te Hmm. permet d'avoir de l'énergie. Sauf que ça, c'est une philosophie, c'est une sagesse chinoise aussi. Tu sais qu'en médecine traditionnelle chinoise, on a toujours l'impression qu'ils tournent autour du sexe, les médecines traditionnelles chinoises. Donc, ils te disent, ouais, ça booste la libido, ça booste. Mais en fait, c'est pas con du tout, parce qu'une substance qui te donne de l'énergie, donne de l'énergie dans tous les tissus, et notamment les tissus neuronaux. Et c'est pareil avec la créatine qui Ouais. stocke le phosphate.
la créatine se met aussi dans le tissu neuronaux et un rôle de protecteur en fait. Et donc le cordyceps, on lui trouve des propriétés donc à la fois sur la vigueur, sur l'énergie pour l'entraînement, etc., mais aussi sur la cognition. Et notamment, on a vu que ça favorisait la production de BDNF, tu sais, le facteur de croissance neuronale. Ouais. Donc voilà, le cordyceps militaris, hyper intéressant. Cool. Ensuite, on a le reishi, qui est donc un enfin, qui est un, comment on dit, un adaptogène finalement, en fait, qui va avoir ce rôle de réguler toutes les fonctions, à peu près toutes les fonctions de l'organisme. Donc là, le principe actif des reishi, en fait, c'est des triterpènes ou des terpénoïdes. Donc les terpènes, en fait, c'est des petites molécules très aromatiques qu'on retrouve dans les huiles essentielles, par exemple, mais qui sont extrêmement amères. C'est pour ça que si tu t'amuses à manger du reishi ou à boire du reishi en Il tisane, est très amer. Ouais. oh, moi, je l'ai fait, hein, mais bon, c'est vraiment quand tu te sens pas bien. Et La première fois que j'en avais consommé du reishi, j'avais mis une petite cuillère dans de la purée de patates douces. Ça avait ouais. un goût mais dégueulasse. Ah J'ai ouais, niqué ma purée. ah ouais, bah ouais, tu m'étonnes. Ah, moi, j'ai fait un thé en décoction et tout, c'était oh. Donc voilà, reishi. Et alors le reishi, ce qui est intéressant et ce qui est notable, c'est que donc, le vrai reishi, c'est le Ganoderma lucidum. Donc Ganoderma, c'est le genre et lucidum, c'est l'espèce. Et en fait, on a des Ganoderma en France. On a des Ganoderma d'autres espèces, mais en fait, les reishi, si tu tapes sur Internet reishi ou Ganoderma lucidum, tu vas voir qu'en fait, c'est un champignon qui a un dimorphisme très, 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 très prononcé, en fait, donc, en fonction des conditions de luminosité, de densité, de gaz carbonique, etc. Il va prendre une forme complètement différente. Et du coup, en fait, c'est très facile de confondre les espèces entre elles. Hmm. Et du coup, ils ont fait des analyses, pour le coup, génomiques dans les compléments alimentaires de reishi. Et en fait, souvent, tu as une falsification finalement. Donc, c'est pas le vrai Ganoderma lucidum. Ça va être le Ganoderma aplanatum, Resinaceum, enfin d'autres Ganoderma en fait. Et c'est pas forcément mauvais. Simplement, on a plus étudié le reishi, le Ganoderma lucidum. Et donc, on a plus de recul sur son action. Mais la tendance, c'est quand même que tous les Ganoderma sont extrêmement médicinaux parce qu'ils ont tous ces terpénoïdes, ces molécules actives. Donc, le Ganoderma, extrêmement bien. Moi, je trouve que c'est un très très bon champignon, hein. C'est le Manentake en japonais, champignon de 10 000 ans, donc qui t'aide à vivre 10 000 ans. Très Ouais. très bien. Et puis, c'est un champignon aussi qui est, tu sais, en Chine, tu l'as beaucoup sur les motifs, des ornements, etc. Donc, c'est vraiment un champignon presque divinisé. Tu as tu as aussi un champignon très très bien, c'est le Phomitopsis officinalis, c'est le polypore du mélèze, mais qui là est une espèce très rare et en voie de disparition. C'est le champignon qui a la durée de vie la plus longue. En fait, il pousse par strate et il peut y avoir, il peut pousser pendant enfin, au moins une centaine d'années. Mais en fait, il est menacé parce qu'il a été extrêmement récolté, etc. Donc, c'était un polypore qui était utilisé pour traiter la tuberculose. Très très bonne antivirale et on est en train de découvrir des molécules antivirales incroyables. On a aussi dans les polypores bah, le Trametes versicolor, le turkey tail, la queue de dinde, Hmm. qui est très très abondant partout dans le monde, en Océanie, en Asie, en Afrique, il est vraiment partout et très facile à reconnaître D'ailleurs, c'est ma prochaine vidéo sur mon compte YouTube, mon compte Instagram, pardon. Donc là, c'est un champignon qui est anti-cancer, qui stimule l'immunité, etc., qui a un bon spectre d'action. Ouais, il y en a plein. La crinière de lion aussi qui m'intéresse beaucoup. Lion's Mane, exact. Ouais. Bah, vas-y si tu veux. Voilà, l'éricium, donc c'est Ericium erinaceus, son nom latin. Et donc effectivement, il y a des substances qui favorisent la neurogénèse également dans l'éricium. et, euh, et qui sont bah, incroyables parce qu'en fait, la neurogénèse, ça permet une action neuroprotectrice donc, contre les maladies neurodégénératives.
a priori, ça peut permettre de faire stagner Alzheimer. Donc, ça peut Wow. permettre aux gens qui sont atteints d'Alzheimer de ralentir la progression de la maladie et peut-être même du coup de stabiliser la progression. Et puis voilà, c'est un champignon aussi qui a une influence sur la sphère digestive parce que il y a des molécules qui du coup en fait sélectionnent des populations bactériennes qui sont bénéfiques. Tous les champignons en fait ont cette capacité à sélectionner les bactéries parce que c'est un rôle qu'ils ont aussi dans les écosystèmes. Le mycélium en fait c'est extrêmement fin, c'est une cellule d'épaisseur et en permanence dans le sol tu as 1 milliard de bactéries par centimètre cube de sol, je crois, ou millimètre cube de sol, donc c'est monstrueux. C'est dingue. Sur notre peau, je sais plus, je crois que c'est 5000 bactéries pour la même unité de surface, quoi. Et dans nos intestins, on en a à peu près autant. Mais voilà, donc en fait, le champignon, et c'est pour ça que d'ailleurs les antibiotiques viennent des champignons, parce que le champignon, en fait, sélectionne en permanence des populations bactériennes pour survivre. Donc il a une flore commensale qui lui est bénéfique comme notre organisme. Et puis il a des bactéries qui, elles, au contraire, feraient pourrir le mycélium, le mangeraient et le défonceraient. Et donc du coup, il sécrète des antibiotiques. Et donc quand on mange des champignons, on aide aussi notre microbiote Hmm. par ces molécules-là qui vont avoir un impact sur nos populations bactériennes. Donc l'éricium en fait partie. Et puis bah, en plus, l'intestin, c'est comme le deuxième cerveau. Donc, dès l'instant que tu as des facteurs de croissance neuronaux, tu peux être sûr que tu as aussi un impact sur l'intestin et des circuits neuronaux qui le traversent, quoi. Wow, c'est dingue. Ouais, trop de choses. Voilà, on pourrait faire un deuxième podcast sur que ce sujet parce que c'est vraiment passionnant. Bah C'est oui, bah inc- écoute, ça marche, hein, moi tu me dis, hein. Ouais, ouais, carrément. Si tes cours Sator, ils se développent bien, on refera un épisode pour en discuter un petit peu plus sur cette thématique. Ouais, On va arriver en dernière partie du podcast, mais avant ça, j'aimerais inclure une petite question qui ne fait pas partie de mes trois questions finales. ok. Euh, pardon, je recommence. Ça ressemblerait à quoi un futur où on respecte totalement notre écosystème et on respecte totalement en fait l'écomimétisme de la nature. Comment tu verrais ce futur de la société, du monde? Abondant, avec, euh, avec vraiment on serait vraiment heureux, je pense. Je pense qu'en fait, on pourra pas, comment dire, éviter le fait qu'il y ait une forme de hiérarchie dans nos sociétés. Hmm, On ne pourra pas mettre tout le monde à pied d'égalité parce enfin, selon la déclaration du droit de l'homme, on est égaux en droit. Mais on a tous des capacités différentes, mais on a tous cette capacité du coup à contribuer à quelque chose de différent. Et donc je pense que l'idée c'est de trouver quelque chose où tout le monde trouve sa place. Et après, je pense que ça me paraît normal il y ait une forme de hiérarchie qui s'installe parce que quand on a quelqu'un qui est compétent, on a envie que cette personne continue d'exercer. Et le moyen qu'on a trouvé pour faire en sorte que les gens continuent d'exercer, c'est en leur octroyant une forme de privilège. hmm. Parce que à l'origine, voilà, le mâle alpha, c'est aussi celui qui va en premier défendre la tribu contre les envahisseurs, qui va tenir les envahisseurs, les adversaires, voilà, loin du groupe. Donc, je pense il y a quelque chose qui est fondamental dans la biologie là-dedans et que je crois pas du tout, je crois pas du tout aux formes de marxisme social où on puisse tous être complètement égaux. Et par contre, je pense qu'on peut être tous heureux, ça me paraît évident. Et en fait, c'est juste voilà, trouver où est-ce qu'on contribue le mieux, où est-ce qu'on contribue. Parce qu'en général, notre zone de génie, c'est là où aussi on est épanoui, on est en état de flow, on contribue au meilleur de notre Exactement. personne. Ouais. Et en plus, comme on contribue au meilleur de notre personne, c'est là où on a aussi le plus de valorisation de la communauté, du groupe qui nous valorise pour ce qu'on est et ce qu'on fait. Et c'est pour ça que moi, j'ai un peu choisi cette voie de l'entrepreneuriat parce que je me dis, bah voilà, c'est normal.
en fait, quand on commence et qu'on est jeune comme toi et moi, de pas être en haut de l'échelle sociale. Eh oui. Et c'est le jeu. Et en fait, c'est le chemin. Et c'est un combat, mais en même temps, c'est comme la psilocybine, c'est la récompense après, une fois que tu es en haut. Et je pense qu'il y a aussi quelque chose de fondamentalement mauvais à dire que les gens qui sont en haut sont mauvais. J'ai eu l'opportunité de croiser différentes personnes plus ou moins influentes. Et au contraire, en fait, les gens qui sont, entre guillemets, en haut de la hiérarchie, quand ils croisent un jeune qui est ambitieux et qui a quelque chose à offrir, ils sont très contents de le mentorer, de le protéger, de l'instruire, etc. Et je pense qu'en fait, je pense à échelle humaine, l'homme est fondamentalement altruiste et Hmm. il a envie de donner, ce qui n'empêche pas qu'il y ait des gens avec des pathologies et des choses comme ça. Mais même ces choses-là, en fait, elles étaient incluses, tu vois, dans le savoir chamanique. La psilocybine, ça faisait partie de ces substances qu'on donnait aux gens qui étaient malades de l'esprit, qui pensaient mal. Ouais. Et voilà, il n'y avait pas de prison, il n'y avait pas de choses. Alors après, c'était peut-être plus barbare. On leur disait, bah, dégage du groupe. Et quand ils dégageaient du groupe, bah, c'était un peu la mort, parce que sans le groupe, voilà. Mais, euh, mais je pense que, voilà, c'est pour moi, ça serait ça le vrai progrès, en fait. Ce serait tendre vers cette société qui pousse les gens à sortir le meilleur d'eux-mêmes, qui, parce que l'inconfort, c'est normal. Je veux dire, à un moment donné, notre société est toujours tranquille, cool, relax, chill, machin et tout, mais en fait, la vie procède de l'inconfort Hmm. et c'est que dans l'inconfort qu'on trouve sa voie. Et donc ça, c'est Lormez, Pierre, tout son travail, etc., puisque tu prônes aussi. Ouais. Euh, et voilà quoi, je pense que c'est fondamental de remettre ça dans notre société, de pas d'arrêter de dire aux gens quand ils sont mal, de leur dire ouais mais c'est pas ta faute. C'est non, c'est ok, c'est qu'est-ce que tu penses que tu fais aujourd'hui que tu pourrais faire mieux demain, et petit à petit faire mieux en mieux les choses, et en fait chaque porte s'ouvre un nouveau truc. Et je pense que si tu commences à avoir ce mindset-là, tu peux pas du tout t'imaginer à quel point ta vie peut changer en 2 3 4 ans. C'est impossible parce qu'il y a des connexions des fois, il y a des effets de levier, des choses qui sont pas rationnelles et raisonnables en fait. Ouais. Et, euh, et donc voilà, je pense que sortir de cette mentalité matérialiste, rationaliste, etc., ça permet de s'ouvrir de belles opportunités. Magnifique. Très, très belle parole de sagesse. Merci On beaucoup. essaye. Ouais. Je vais terminer avec trois questions de fin que j'ai l'habitude de poser à mes invités. Est-ce que tu es prêt? Vas-y. Première question. Admettons que là, c'est la dernière fois que tu auras l'opportunité de parler à l'humanité, parce que là, c'est Mhm. enregistré. Voilà, après cet enregistrement, désolé, mais tu vas mourir. Et donc là, c'est le dernier message que tu pourras transmettre à l'humanité. Donc, ça sera retranscrit en simultané sur BFM TV, sur les écrans de Times Square, de Tokyo. Donc, tout le monde verra ton message de manière simultanée dans le monde. Qu'est-ce que tu Ok. dis à l'humanité? Quel est ton dernier message, une phrase, peu importe. Euh, je dirais que encore une fois, il faut pas être effrayé d'être soi-même. Et je pense il faut parler vrai parce que même si ce que tu dis, tu te trompes ou en tout cas tu en es à ce niveau de compréhension-là dans ta vie, c'est en disant les choses que tu penses que l'aide que tu dois recevoir va t'être accordée. Et que du coup, je pense qu'on est dans un moralisme permanent aujourd'hui qui bride justement le discours. Et comme je disais, au commencement était le verbe, et je pense que le fait de brider le discours, c'est quelque chose qui nous mène fondamentalement à la tyrannie par les gens qui, eux, s'octroient le droit de parler vrai parce que ils ont le pouvoir, parce qu'ils ont telle ou telle chose. Et je pense qu'en fait, il faut s'octroyer ce droit de parole. Et si on l'a pas pour X ou Y raison, parce que la vie est dure, eh bien, il faut travailler pour pouvoir se le permettre. Et voilà. Magnifique.
Deuxième question. Si tu n'avais que trois disciplines, activités, loisirs à garder dans ton quotidien, ce serait lesquelles? Euh, Routine, rituel, peu importe. Moi, en fait, j'arrive plus à avoir une routine suffisante et pourtant la routine, c'est hyper important pour moi. J'aime beaucoup. Hmm. Donc moi, je fais aussi du sport. Je fais de la muscu, je fais un peu de gymnastique ou en tout cas des choses qui s'apparentent à de la gymnastique parce que je suis pas toujours à côté d'une salle de sport. Euh, donc le sport pour moi, c'est capital. Euh, J'aime bien aussi quand je me sens trop encombré, faire des douches froides comme toi, tu vois. Et Pierre, etc. Ça, c'est quelque chose qui m'a enseigné. Euh, et euh, euh, Troisièmement, hum, bah ça, c'est des routines qui sont déjà un peu, entre guillemets, auto-centrées. C'est ce qui me permet d'être bien. Il y a forcément le sommeil, tu vois, pour pouvoir prendre soin de mon sommeil aussi. Mais après, pour pouvoir redonner aux autres, voilà, avoir une activité qui permette d'enseigner. Moi, Hmm. c'est quelque chose qui me tient vraiment beaucoup à cœur, le partage. Top. Magnifique. Et dernière question. Encore une fois, c'est un rapport à la mort. Tu es au dernier jour de ta vie, tu sais que tu vas donner tes deux, trois derniers souffles. Qu'est-ce Mhm. que tu te dis à toi-même? Ce que je me dis à moi-même, je sais pas encore, mais ce que j'espère me dire, c'est, euh, c'est que j'ai vécu au meilleur de ce que j'aurais pu et, euh, et que j'ai contribué à un monde meilleur et pas, enfin, à améliorer le monde et pas à le dégrader. Et, euh, et voilà quoi. Mais je pense que c'est bien tes questions parce que même si ça a un rapport avec la mort, bah malheureusement la mort fait partie de la vie. Et Oui, ça c'est... Ouais. malheureusement, c'est malheureusement parce que nous, on a comme ça cet a priori un peu sur la mort, mais tu vois, ça c'est pareil, c'est quelque chose qui à Okinawa est beaucoup moins prégnant dans la société, dans l'environnement de pensée. Et en fait, c'est le fait de se rendre compte qu'on est mortel, qu'à un moment donné, on peut avancer dans la vie et se dire, OK, à la fin de la fin, qu'est-ce que j'aimerais, quoi. Donc c'est fondamental, je pense. Ouais, carrément. Et puis aujourd'hui, on est encore une fois dans une société où on s'est tellement détaché de la nature qu'on cache la mort partout en fin de compte. La viande, elle est sous cellophane, on parle pas de la mort parce que c'est tabou. On veut montrer Mm. que le côté, encore une fois, que une côté de une polarité. Et encore une fois, ça crée un déséquilibre, ça crée des peurs, ça crée des psychoses, alors qu'en fait, bah, la mort, c'est la vie en fait. La vie, c'est la mort, c'est la vie, c'est les deux faces Sûr. d'une même pièce. Donc ouais. Ouais. Non, mais tout à fait. Franchement, je te rejoins tout à fait là-dessus. Et on est dans une société, même je trouve, qui promeut une forme de mort, parce qu'en fait, on promeut jamais la vie, hein. Ouais. Toutes les idéologies ambiantes, même pour l'écologie, on te dit que bah, le meilleur acte que tu puisses faire pour l'écologie, c'est pas avoir d'enfants. Euh, on, on te dit qu'il faut être vegan, mais je suis désolé, mais en fait, quand tu as un champ de monoculture, c'est la pire chose à faire. Donc en fait, ça c'est un problème qui est arrivé avec l'urbanisation et du fait d'être déconnecté de la nature, bah, du coup, la viande, tu prends de la viande pas chère qui vient de champs, enfin, dont la nourriture des animaux vient de ces mêmes champs, etc. Et donc du coup, forcément, effectivement, si tu consommes de la viande, tu as un problème, tu décuples le problème plutôt que de le réduire. Mais Ouais. en fait, quand tu es dans un environnement plus, comment on dit, rural, tu as accès à de la viande qui est tout à fait saine et qui, en fait, bah voilà, dans le cycle des nutriments, les animaux, quand ils broutent, quand ils font leur vie, en fait, ils remontent des nutriments dans du sol, sur le dessus du sol. Et c'est pour ça que les plaines du Centre-Amérique, par exemple, sont aussi fertiles. C'est parce qu'avant, il y avait plein de bisons qui faisaient leur Hmm. déjection, etc. Et c'est absolument capital pour avoir un bon sol, d'avoir des animaux. Et, et en fait, oui, bah voilà, on a domestiqué des animaux, donc c'est des animaux qui peuvent plus vivre sans nous, qui entretiennent pourtant des niches écologiques qui sont capitales pour la flore, la faune et la flore sauvage également. Et on est tous connectés. Et en fait, ça me paraît une pente beaucoup plus dangereuse, celle de promouvoir justement les monocultures de soja
arrosé de pesticides ou Carrément, ouais. pas, etc. Mais en Mm. tout cas labouré, sans champignons et tout, que de promouvoir quelque chose qui est effectivement en consommation de viande, mais la viande, tu peux faire des vergers pâturés, tu peux faire tout un tas de choses qui sont vertueux pour l'environnement. Mm. Et, euh, et oui, voilà, la viande, ça fait partie de la nature, et, euh, et c'est comment est-ce qu'elle a été produite. Hmm. Carrément. Mm. En tout cas, voilà. Merci beaucoup pour le temps que tu nous as accordé. Dernière petite question, où est-ce qu'on peut te retrouver sur les réseaux? Je mettrai les liens d'ailleurs en bas de la vidéo, tout ça. Mhm. Si tu as un lien vers ton cours Sator, du coup. Ouais, alors j'ai mon Instagram qui est là le réseau où je suis le plus actif, donc c'est zeno.nature. Voilà, je crois que c'est ça. Et puis dessus, en fait, j'ai un lien Linktree où les gens peuvent retrouver la page pour le cours Sator. Puis voilà, après il y a mon site internet, donc il y a tous mes contacts sont en ligne et disponibles. Super. Et bah, tout ça, ce sera en bas de la vidéo, en description. Merci à toi pour ce temps, c'était passionnant. On aurait pu faire 3-4 podcasts sur chaque thématique tellement que c'était passionnant. Donc, on s'en refera une certainement un de ces quatre. Ça marche, bah écoute, avec grand plaisir et merci pour l'invitation, Dylan. Bah, avec joie. Merci à toi. Bye. On se reparle bientôt. Salut, ciao. Ciao.